Cette décision consacre la validité juridique de la réforme constitutionnelle et met fin au contentieux du test. Ça veut dire que tout ce qui était reproche, tout ce qui était contestation, suite à ce coup d'État manqué, aujourd'hui, si tu ouvres ta bouche pour t'opposer à Patrice Talon, on va dire que tu es contre la nation. Donc, tout et n'importe quoi peut passer. Actuellement, hein, il est en roue libre parce qu'il paraît pour la victime expiatoire. Vous voyez comment le noir il est. Il ne réfléchit pas. Le noir ne réfléchit pas, en fait. Excusez-moi hein, de vous le dire. Ce n'est pas une injure, mais souvent, il n'est pas très profond. C'est-à-dire que Talon, là, il va surfer sur un nuage. Toutes les lois les plus exagérables ou exagérées, il pourra les faire passer. Parce que son pouvoir a été attaqué par un coup d'État qui est le coup d'État du malheur, d'accord, des Béninois. Alors, maintenant, on va aller sur un autre point qui m'intéresse sérieusement. Pourquoi il y a eu tant d'efficacité et de réactivité par rapport... Depuis plusieurs jours, je me pose la question. Quel est le 2 poids 2 mesures entre la Guinée-Bissau et le Bénin? Mais les Béninois et ceux qui sont contre l'AES, malheureusement, ne vont pas pousser ce genre de choses-là, d'accord, à la réflexion. Pourquoi? Mais je me suis rendu compte. Je suis allé me poser une question parce que tout à l'heure, j'étais en train de prendre ma douche et sur le panel de Tania, j'y étais, j'écoutais et il y a un monsieur qui a dit quelque chose et c'est bizarre, je n'ai pas tiqué là-dessus. Je n'ai pas tiqué là-dessus. Je n'ai pas vu effectivement quelle était la portée de certains même députés au Nigeria. Parce que moi, quand on me parle, je ne sais pas avec les émotions, c'est pas avec les émotions que j'agis. Hein. Moi, j'écoute et je regarde. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Je suis allé sur... attendez, il faut que je regarde le truc là. Voilà. Je suis allé sur Internet pour voir même quelle était la réaction des Nigérians. Quelle était la réaction des Nigérians, comment les Nigérians allaient réagir et tout. Et puis, je suis tombé sur la page de Ubuntu Canal 1. Il a pris la déclaration d'un député, Emmanuel Chukwuka Johnson, leader du mouvement patriotique nigérien. D'accord, mouvement patriotique nigérien. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette affaire du Bénin? Écoutez. Tinubu était sous pression. Ce n'est pas une blague. Oui. Et ça ne fait que commencer. Vous allez écouter ce député du Nigeria. Il a tout compris du système. Quand je vous dis que les anglophones, quand ils sont lucides, ils sont vraiment lucides. Le problème est que l'implication du Nigeria dans cette affaire au sein de la République était totalement illégale, car le président n'a pas consulté l'Assemblée nationale. Intervenir dans un autre pays sans préavis, ou plutôt sans l'approbation de l'Assemblée nationale, démontre que le président n'a aucun respect pour les institutions. C'est donc inacceptable. Deuxièmement, nous ne devrions pas nous battre contre nos propres frères simplement pour satisfaire les désirs de certains colonisateurs. Et bien sûr, nous comprenons la relation entre le président nigérian et la France. Nous savons que la France le soutient. Il est donc plus ou moins une marionnette de la France. De ce fait, il est contraint de faire tout ce qu'on lui demande. Et on le voit bien. On voulait qu'il attaque le Niger, qu'il déclenche une guerre entre le Nigeria et le Niger. Ce à quoi les Nigérians se sont opposés. Maintenant, il tente d'utiliser cette situation pour apaiser la France, pour lui faire croire qu'il est de son côté. Mais c'est complètement faux. Il n'a jamais respecté la souveraineté du Nigeria, ni celle du Bénin. Les amis, quand je vous dis... Vous avez compris? Il s'appelle Emmanuel Chukwuka Johnson, mouvement patriotique nigérian. C'est un député. Alors, quand j'ai écouté ça, moi, il ne suffit pas que j'écoute une vidéo sur un média, d'accord, et puis je m'assois, je vais venir faire mon live. J'ai voulu comprendre dans le fond. Parce qu'il y a un truc qui me gênait en ce qui concerne la posture de Tinubu. En fait, il y a un truc qui me gênait. Et c'est là que j'ai compris. En fait, ce qu'on devait faire au Niger, c'est ce qui a été fait au Bénin. Mais quand Ouattara est venu parler, c'est parce que le Nigeria avait donné des garanties. Tinubu a donné des garanties. Mais qu'est-ce qui a bloqué Tinubu? Vous savez, le sultan de Sokoto, les Aoussa qu'il y a au Niger, là, ce sont les mêmes Aoussa qu'on trouve au Nigeria. Et ce sont des fédérations. Donc quand le CEDEAO voulait agir, mais sous impulsion de qui? Pourquoi? En fait, parce que quand tu regardes le Nigeria, il y a quelque chose. Quel est le lien économique qui lie la France au Nigeria? Mais je suis allé regarder, c'est Total. C'est Total. Quel est le lien? Vous savez, je vais vous lire. En fait, il y a un truc qui me bloquait depuis au moins une semaine, mais je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Je cherchais, mais je suis allé même sur la réexportation, tout ça. Et puis j'ai fait fausse route. Et c'est aujourd'hui, d'accord? J'ai posé la question, quel est le premier partenaire pétrolier africain français?
premier partenaire pétrolier. Le premier partenaire pétrolier africain de la France, c'est-à-dire le pays africain qui fournit le plus de pétrole ou constitue historiquement un des principaux fournisseurs de pétrole à la France, c'est actuellement le Nigeria. D'après les données récentes sur les importations françaises de pétrole brut, le Nigeria se place en tête des fournisseurs africains de pétrole vers la France, avec des volumes plus importants que ceux de l'Algérie ou de la Libye parmi les pays africains exportateurs vers la France. Par exemple, en 2023, parmi les pays africains fournissant du pétrole à la France, le Nigeria représentait une part plus élevée que l'Algérie ou la Libye dans les importations françaises de pétrole brut. De plus, dans le contexte commercial global, le Nigeria est aujourd'hui l'un des principaux partenaires économiques de la France en Afrique subsaharienne, notamment grâce à ses exportations de pétrole et de gaz. Attendez, pétrole et gaz vers la France et l'Europe. Donc le Nigeria est considéré, d'accord, comme le premier partenaire pétrolier africain de la France dans les échanges pétroliers actuels. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais on va aller plus loin. Vous savez que dernièrement, j'en parlais avec un frangin. Je crois sur 1200 tonnes d'uranium, un truc comme ça, il y a un truc au Niger qui s'est passé. Vous avez vu que Orano, ex-Areva, a voulu contester. Tiani, il a dit non, je porte mes couilles, excusez-moi, je porte mes cléouilles ou mes coronesses. Je passe par le Togo, moi je vends mon truc, je suis souverain. Si vous voulez, on va sur un tribunal discuter. Donc je me suis dit, cette situation-là, où aucun process n'a été respecté, parce que j'ai voulu comprendre pourquoi Tinubu a agi. Mais en même temps, je me suis souvenu que Tinubu, il y a un an, était reçu à l'Élysée. Vous vous rappelez? Où même la garde républicaine française jouait même la musique des Pisquets, tout ça, C'est pour le blé, c'est pour le blé, c'est pour le blé en fait, c'est le cash. Les gars ont agi pour leurs intérêts. Mais quand tu regardes en fait, on nous dit que non, c'est le Kazakhstan, ou c'est qui là qui fournit le plus d'uranium à la France et tout. On est d'accord. Kazakhstan, si vous voulez, Kazakhstan, Australie, faites ce que vous voulez. Mais quand tu regardes le Nigeria, le Niger, mais c'est deux éléments qui sont importants, super importants en fait, d'accord, pour la France, mais pour le business. Donc, si le Bénin réussissait, parce que normalement, je suis convaincu que les gars avaient pris le pays. Je vous dis pourquoi. Les gars avaient pris le pays, c'est un commando qui, pour ma part, quand j'ai réfléchi, le Bénin n'a pas une armée de fous. Hein. Et les Béninois, je pense que où vous devez demander des comptes à Patrice Talon, c'est là. Parce que là, vous êtes dans l'émotion, on envoie des comment on les appelle là, des gars de buzz là. Ce qu'on appelle des influenceurs, allez vous endormir, vous êtes là dans une sorte d'union nationale. C'est pas ça. Vous devez demander à vos gouvernants comment se fait-il que votre pays peut être pris de cette manière. Vous devez demander aussi des explications. Qu'est-ce qu'il en est des familles, d'accord, de ceux qui ont perdu. Parce que c'est très intéressant ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est très intéressant parce que j'ai en dehors, excusez-moi, d'accord, je vais enlever Tewodjere, parce qu'il a dit des choses qui sont fausses. Colonel Tewodjere. Non, fallait pas bloquer. Je connaissais des gens du RDR. Kadidé Touba, c'est une dame du RDR. Elle, fallait la laisser même, je sais rien. Pas le bête, Tewodjere, talonqué. C'est pas le bête. L'armée nigérienne a reçu par Talon il y a 2 jours. Bah voilà, attendez. Comme c'est Colonel Tewodjere, non? Colonel Tewodjere. Colonel Tewodjere. Je vais avoir son interview parce que, voilà, Tewodjere. Ok, Tewodjere. Ok, on va l'écouter. De la garde républicaine du Bénin, c'est-à-dire l'officier supérieur qui a protégé le chef d'État béninois, Patrice Talon, et son épouse, dimanche dernier à 5 h du matin dans leur résidence de Cotonou. Pour la première fois, cet officier témoigne sur les violents affrontements entre les militants et son unité devant le domicile de Patrice Talon dimanche. Il raconte la détermination des forces spéciales du colonel Tigri à vouloir s'emparer de la personne du chef d'État et la volonté farouche de son unité à défendre le président contre ces mutins. Et il révèle que le soir même, des forces spéciales françaises sont arrivées sur place. Le colonel Tewodjere, commandant de la garde républicaine béninoise, témoignage au micro de Christophe Bourranquier. Colonel Tewodjere, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une tentative de coup d'État dimanche dernier. Comment ça s'est passé? Effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État le dimanche dernier et tout a commencé à 2h10 où j'ai reçu un appel du général de corps d'armée Bertin Bada, qui est le directeur du cabinet militaire du président de la République. Ok. Première des choses, 2h10, Bertin Bada, directeur de cabinet du Talon, c'est le premier qui prévient le colonel Tewodjere. Écoutez bien ce récit. Parce que le noir, quand je dis vous êtes dans l'émotion, c'est pas une injure. Mais c'est vrai que l'émotion, ça marche. En temps de catastrophe, on n'a pas le temps de réfléchir aux détails.
Ouvrez bien vos oreilles. Vous allez écouter le narratif de M. Tévodjéré. Ne dites pas que c'est un amateur, hein. C'est un officier supérieur du Bénin. Écoutez, et puis on va vérifier des éléments ensemble. On va voir s'il y a des points qui convergent ou pas. Cette interview, je voulais même faire un truc là-dessus, mais j'avais pas le temps. Mais j'avais vu quelques incohérences et je trouve que c'était mal ficelé, c'était mal préparé. D'accord, M. Boisbouvier, certainement a briefé son interlocuteur, mais vous allez voir des choses là-dedans qui ne tournent pas rond. On y va. Il m'a alerté qu'il était attaqué à son domicile par des hommes cagoulés. Et M. Bada, je tiens à rappeler, il a perdu son épouse. En tout cas, on s'incline devant la dépouille de son épouse. Et voilà. Donc, il faut respecter la vie humaine. Nous, notre rôle, c'est de faire des analyses. D'accord? Allez-y, M. Tévodjéré. Et là, je lui ai demandé la géolocalisation de sa maison pour pouvoir envoyer des renforts dans sa maison. Mais tout de suite, les choses se sont enchaînées parce que, à la suite du général Bada, le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, m'a appelé également. Je remets un petit peu en arrière pour qu'on écoute. La géolocalisation, c'est-à-dire en fait que le chef, d'accord, du palais de la sécurité, qui est M. Bada, informe en premier M. Tévodjéré, qui est officier supérieur, d'accord, et monsieur, c'est sa résidence, hein, d'accord, je suis à comprendre. Il est à Abomey, il était à Abomey, il était à Calavi. Et donc, lui il demande... C'est qui? C'est qui? Un instant, s'il vous plaît. Quoi ça? Ouais, mais chérie, ça, tu pourrais faire ça après. Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct. Tiens. Bon, alors, donc lui, il est à Calavi. Il connaît la résidence, mais il veut la géolocalisation. Bon, je ne sais pas s'il ne connaissait pas la résidence, mais nous, on savait qu'il est à Calavi. Moi, j'ai eu ces informations. Je pense qu'ils se connaissent. Dans ce genre de situation-là, bon, demander, d'accord, une géolocalisation et autres, mais c'est son droit. On va réécouter son narratif et puis on va évoluer. D'accord? Un instant, s'il vous plaît. Le président contre ces mutins, et il révèle que le soir même, des forces spéciales françaises sont arrivées sur place. Le colonel Tévodjéré, commandant de la garde républicaine béninoise, témoignage au micro de Christophe Boisbouvier. Colonel Tévodjéré, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une tentative de coup d'État dimanche dernier. Comment ça s'est passé? Effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État le dimanche dernier et tout a commencé à 2h10 où j'ai reçu un appel du général de corps d'armée Bertin Bada, qui est le directeur du cabinet militaire du président de la République. Il m'a alerté qu'il était attaqué à son domicile par des hommes cagoulés. Et là, je lui ai demandé la géolocalisation de sa maison pour pouvoir envoyer des renforts dans sa maison. Mais tout de suite, les choses se sont enchaînées parce que, à la suite du général Bada, le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, m'a... Donc, après le général Bertin Bada, c'est le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, selon les dires, à l'époque, du colonel qui est devenu général apparemment Tévodjéré. Donc, on écoute bien. Général Bada, d'accord, Bada, et ensuite, général Abouissa, chef d'état-major de l'armée de terre. On écoute bien. Appelé également que lui aussi, il était attaqué. Alors, j'ai compris tout de suite que ça, ce n'était pas un acte isolé ou de délinquant, mais que ça pourrait être une tentative d'atteinte à la sécurité d'État. D'accord. En tant que... Après le général le plus capé, hein, Bertin Bada, le général de l'histoire du Bénin le plus capé. Ensuite, d'accord, le chef d'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre, d'accord, le général Abouissa a attaqué. Il se dit, ah tiens, ceux-là, c'est pas des plaisantins. C'est pas des plaisantins, ce sont des gars apparemment qui sont venus porter atteinte à la sûreté de l'État. D'accord, selon ses dires. Et non mes dires, c'est dire. On y va. Le premier responsable de la sécurité d'État, j'ai fait arrêter la garde républicaine et moi-même, je me suis porté au niveau de mon unité pour pouvoir éventuellement défendre la patrie. Et ça n'a pas raté parce que les choses se sont enchaînées telles que vous l'avez vu. Donc il prévient la GR, la garde républicaine du Bénin, quand il voit déjà cela, lui-même gère son unité. Il s'est dit que, bon, voilà, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Donc, les gars qui sont les rageux là, calmez-vous, on va prendre cette dires à lui. On y va. Donc, lui, il anticipe, d'accord? Il anticipe, c'est-à-dire là, en ce moment-là, il n'y a pas des Français, il n'y a pas des Nigériens, c'est lui, Béninois, colonel Tévodjéré, qui est devenu général apparemment. Écoutez, bien. Ok. Et après avoir kidnappé le chef d'état-major de la garde nationale, et je précise que la garde nationale est une création récente du chef de l'État pour pouvoir faire face au terrorisme. Ok, donc le chef de la garde nationale,
est pris en otage. Il est pris en otage. Parce qu'il dit kidnapper. Moi, j'appelle ça une prise d'otage. Et il nous rappelle que la GN du Bénin est une création de Talon. D'accord? Talon a fait du bien pour lutter contre le terrorisme. Il sort cet argument-là de lutte contre le terrorisme. C'est une bonne chose. Ça veut dire que Talon est conscient pour lutter contre le terrorisme. On y va. Nous avons actuellement au nord du pays. Donc après savoir... Et il parle du nord du pays. Pourquoi parle-t-il du nord du pays? On va faire une corrélation. Ici, on n'est pas dans les émotions. Non au coup d'État, non au coup d'État, on crie. On va aller en profondeur. Moi, je vais essayer de comprendre. On y va. Ces actes ignorent, ils ont décidé maintenant de s'attaquer aux institutions de la République, notamment à la personnalité du chef de l'État. Et au petit matin, à 5h15, ils ont attaqué le domicile du chef de l'État où, heureusement, au petit matin de 2h du matin, où M. Bada est attaqué, de 2h du matin, 2h du matin, M. Bada est attaqué, d'accord? Le chef d'état-major de l'armée de terre aussi est attaqué en 2h du matin. C'est à 5h du matin, 3h après, pour une opération, je ne sais pas si ça devait être une opération qui prenait son temps, à 5h du matin maintenant, ils vont aller attaquer la maison de M. Talon. C'est-à-dire, entre les 2h et les 3h, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on ne sait pas. On se fie au propos de M. Tévodjéré. Parce que normalement, une opération, quand elle est simultanée, elle est bien attaquée. Bon, après, il n'y a pas d'heure fixe. On peut dire qu'ils peuvent à 6h, ils peuvent à 5h, ils peuvent à 4h. Mais dans ce cas de figure-là, on a l'impression que les opérations étaient tellement spontanées, peut-être 30 minutes ou 1 heure. Ce sont des hypothèses. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement cela. Je n'ai pas de cas de coup ou quoi. Mais c'est les dits de M. Tévodjéré qui m'éclaire. On écoute. Moi-même, je m'étais déjà porté pour organiser la défense aussi bien de la résidence que du palais présidentiel. Donc j'étais... C'est pour ça que je vous avais dit l'anticipation. Donc lui, il avait anticipé déjà vers 2h du matin. Donc, il s'est projeté. Non, on a une chronologie. 2h, 5h. C'est chronologique. 2h, 5h. Lui, il a anticipé entre 2h et 5h. Il s'est projeté sur les différents sites les plus stratégiques, les plus sensibles pour pouvoir anticiper. Écoutons. Présent au domicile du président de la République quand ils ont attaqué et la horde d'assaillants a attaqué le domicile et nous avons organisé la riposte et ils ont été surpris de la riposte et de la détermination de mes hommes et c'est cela qui les a mis en déroute. Alors, je crois que les affrontements ont été violents. Donc, l'armée nigériane a été parfaite, selon M. Tévodjéré. Entre 2h et 5h, ils se sont placés dans les sites les plus stratégiques. Riposte. Vous connaissez dans un pays les sites les plus stratégiques. Quand on veut faire un coup, la présidence, le palais, la résidence du président, le palais, la télévision, les axes routiers les plus stratégiques, d'accord, l'aéroport, le port, d'accord, et les camps, casernes militaires et autres, pour neutraliser complètement. Je ne suis pas un expert, hein, d'accord. L'armée nigériane n'était pas encore là, effectivement. Lui, on l'entend. Mais je vais aller sur ses propos et puis me poser des questions. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, l'armée béninoise, nickel. On y va. Ils ont repoussé. Il dit même les assaillants étaient surpris de l'intensité de leur réponse. On y va. On va écouter Christophe Baouvier. Devant la résidence du chef de l'État. Est-ce que le président et son épouse étaient à l'intérieur de leur résidence? Oui, non seulement je vous confirme que le président et son épouse étaient présents sur les lieux, mais j'ai été agréablement surpris du courage du président de la République qui était collé à moi, en tant que chef militaire, était collé à moi pour suivre les combats. Et malgré mon insistance à lui demander d'aller s'asseoir, il a tenu à être à mes côtés et à suivre. Bon, ça, franchement, excusez-moi les Béninois. Moi, j'ai beaucoup... Même si c'était en Côte d'Ivoire, je connais ce narratif-là en Afrique. On aime ça. On aime rendre les chefs d'État en super-héros. Mais excusez-moi, mes chers amis béninois. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de dire... Croyez, mais bon, c'est normal, hein, M. Bada qui dit ça. Mais je le dis sous d'autres cieux, aux États-Unis, au Japon et autres, on n'en a rien à foutre. Bon, les Africains, excusez-moi, on aime beaucoup ça. On n'a rien à foutre. Ça, c'est pas un détail important pour nous. Bon, on y va, on écoute la suite. Les opérations. Et ça, il a fait du 3h du matin où j'ai été chez lui, toute la journée, jusqu'au soir où les opérations ont fini. Il était tout le temps avec moi. Et ces affrontements devant cette résidence... S'il était tout le temps avec vous, vous étiez en train de repousser les assaillants. Donc, elle était à côté de vous aussi. Il était en train de repousser les assaillants avec vous.
vous aussi, vous avez repoussé les assaillants. Vous-même, vous avez dit votre unité. Donc, il était à côté de vous puisqu'il était collé à vous. Oh là là. Bon, on y va. Ça, c'est un détail qui n'est pas un détail. Ça a duré combien de temps? Oui, c'était des affrontements très violents qui ont duré environ 45 minutes parce que les assaillants ont attaqué d'abord avec les engins blindés et nous aussi, nous avions nos engins blindés sur place et c'était un combat farouche. Après, ils ont débarqué et ont utilisé les différentes ruelles menant à la résidence, mais c'est sans savoir que ces ruelles-là... Entre 2h et 5h du matin, vous êtes informé, vous, par votre chef, par M. Bertin Bada, à 2h, je crois, 30 du matin. 2h du matin, vous anticipez, à 5h, d'accord, les gars vont attaquer le palais. Le combat dure 45 minutes, parce que vous avez dit qu'à 5h, c'est à 5h qu'ils ont attaqué le palais. Le combat dure 45 minutes. Entre les 2h et les 5h du matin, qu'est-ce qui s'est passé? Le combat était intense, il dure 45 minutes. Vous notez, hein, pour qu'on comprenne son narratif. Pour pas qu'on se laisse truc dans leur truc. On y va. Ils étaient bien tenus et ils ont été mis en déroute. Donc ça a duré environ 45 minutes. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui, je ne peux pas savoir combien de morts il y a eu de leur côté. De notre côté, nous avons eu un seul mort et un blessé. Alors, ok, il ne sait pas, il y a eu des morts. Mais il ne sait pas combien de morts il y a eu de leur côté. Est-ce qu'ils sont partis avec leurs morts? C'est la question. Si vous mettez les gens en déroute, les gens fuient. Non, franchement les gars, vous êtes censés mettre les gens en déroute. On est d'accord. Vous venez m'attaquer, je suis prêt, je vous attends. Je vous allume, vous êtes surpris par ma capacité de force, de feu. Vous fuyez. Quand on fuit, on ne ramasse pas les corps, on s'échappe. Tu dis qu'il y a eu des morts de leur côté, mais tu ne sais pas combien. Où sont passés les corps? C'est pour ça que j'invite en fait les Béninois, vous-même à poser des questions à vos autorités. Parce que là, vous êtes dans une émotion collective, on ne sait pas en fait. Mais posez-vous, d'accord, des questions essentielles. En fait, vous êtes dans une émotion généralisée là. Les gars, ils vont vous mettre une douille. Parce que normalement, un peuple qui est responsable demande, ok, on condamne le coup d'État, mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il en est de l'armée? Quel est le rapport? On doit avoir une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chaîne de commandement? Pourquoi il y a une intervention nigériane aussi subie? Et c'est comme ça en fait, dans un pays normal. L'émotion, oui, pour une première journée, mais après, on se pose des questions. Parce que le président est censé être le chef suprême des armées. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion qui a divisé le pays en deux. Il y a des gens qui soutiennent aujourd'hui M. Talon, d'accord? Dans le côté général, ils ne posent plus de questions. Je veux parler des militants de M. Ouattara. Mais ils condamnent Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Laurent Gbagbo n'a pas pu sécuriser le pays contre une rébellion. Celui qui me dit, est-ce que je peux dire ça devant un monsieur? Ça dépend de la personne qui est en face de moi. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un sujet de foi. Moi, je ne suis pas là, en fait, à amuser une galerie. Je ne suis pas là pour faire le truc. C'est des questions qui sont essentielles pour faire fonctionner l'État. Je ne suis pas un showman. Aujourd'hui, il y a des gens qui condamnent Laurent Gbagbo parce qu'ils disent qu'il est le chef suprême des armées. Mais pourquoi, dans ce cas-là, on ne ferait pas les mêmes questionnements à M. Talon? Parce qu'en Côte d'Ivoire, la rébellion voulait faire un coup d'État, la rébellion a échoué, la rébellion a voulu faire un coup d'État, elle a échoué, la MUA par la suite en rébellion. Avec ce, effectivement, Kipri, on va en venir. Avec ce qu'il dit, si l'armée est unie et elle est efficace, pourquoi la France et le Bénin et le Nigeria interviennent? Parce que dans son narratif, quand on entend, mais les gars étaient super forts. Ils étaient tellement forts qu'ils n'arrivent même pas à dénombrer le nombre de morts. Toi, tu bats quelqu'un, les gars fuient, et puis toi, tu ne connais pas le nombre de morts dans les victimes. Mais toi, tu connais dans ton camp, tu dis il y a eu un seul mort, mais tu n'arrives pas à dénombrer le nombre de morts. C'est bizarre. Les cadavres sont avec toi ou les gars ont fui avec les corps? En fait, il y a des choses, je n'arrive pas à comprendre en fait. Non, mais je me pose des questions. On va écouter encore la suite. Alors c'est une fois qu'ils ont été repoussés par vos hommes que ces mutins se sont dirigés vers la télévision d'État. Exact. Après avoir échoué dans leur plan de capturer ou d'éliminer le président de la République, ils tenaient quand même à dérouler le plan qu'ils avaient. Donc, ils sont allés à la télévision nationale où ils ont, dans la précipitation, fait passer ce message que vous avez vu. Et donc, si je comprends bien, ce sont ceux qui ont échoué à la présidence là. Ils ont fui et ils sont allés directement à la télévision. Or, vous nous avez dit à 2h du matin, M. Bertin Bada vous a appelé pour dire qu'ils sont en train d'attaquer. Automatiquement, le chef de l'armée, le chef d'état-major de l'armée de terre aussi vous a dit ils sont en train d'attaquer. Vous avez dit, ah, c'est pas les plaisantins, il y a une atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez anticipé, d'accord? Vous avez anticipé, vous avez mis un plan en place avec la garde nationale et, d'accord, c'est vous, hein? C'est vous, la garde nationale et votre unité pour prendre les points sensibles. Et que l'attaque de la résidence de M. Talon a commencé à 5h du matin. C'est vous qui avez dit. Vous les avez fait fuir. Vous n'avez pas pu dénombrer le nombre de morts. Et maintenant, ils ont fui. Ils sont allés directement à la télévision.
Mais s'ils ont attaqué M. Bada, ils ont attaqué chez le chef d'état-major. Mais ils pouvaient aussi attaquer la présidence et être en même temps à la télé, puisqu'ils sont organisés. Comment toi tu fuis un danger, tu cours, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas directement à la télé. Les gars, franchement, je ne suis pas militaire de carrière, je ne comprends pas les choses, mais dans mon cerveau, il y a quelque chose qui bloque, ça ne va pas. Donc vous êtes en train de nous dire que ceux qui sont venus parler à la télé là, ils sont quittés en fait la présidence, mais il n'y avait pas des gens blessés. Je peux vous montrer, on se moquait d'eux, mais personne n'avait l'air blessé, il n'y avait pas de traces de sang, il n'y avait pas d'habits déchirés, il n'y avait rien. C'est bizarre. À part le casque qui était penché de l'autre côté, dont les gens ont beaucoup rigolé, mais quand tu les voyais, ils n'avaient pas l'air des gars qui venaient de... Je sais pas, hein. Bon, après, ça, c'est mon analyse. Écoutons M. Tovodjere, d'accord? C'est la parole la plus ordonnée ici. Écoutons-le. Et pendant qu'ils étaient en train de passer le message... Et puis en plus, si vous avez anticipé, vous avez le temps d'aller mettre vos blindés à la présidence. Mais vous êtes un militaire. Les sites sensibles, quand on attaque un pays, il y a la télévision. Donc quand ils sont arrivés à la télévision, là, il n'y avait aucune résistance. Donc la télé... Pendant qu'il y a une atteinte à la sûreté de l'État, vous avez laissé la télé comme ça. Bon, je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire. C'est les questions que je me pose. On y va. On est passé à la contre-attaque, à la contre-offensive. Donc, quand nous avons détruit l'un de leurs blindés, et là, c'était la défense. L'un de leurs blindés. Donc, ils avaient des blindés. Merci pour l'information. Et c'est de là qu'ils ont, dans la précipitation également, abandonné l'ORTB et nous avons dès lors, avec le soutien, le renfort. Donc, en fait, ils sont là à la télé. Vous avez couru derrière eux à la télé et ils ont fui dans la précipitation. D'accord, ils ont même laissé un de leurs blindés. Donc, ils ont des blindés. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est M. Tovodjere. Je ne dis rien, c'est M. Tovodjere qui dit. On y va. Des unités voisines venant de Ouida et de Dessa Alada, nous avons... D'accord, donc avec l'intervention des unités voisines, pour ceux qui ne connaissent pas Ouida, Ouida aussi c'est une ville du Bénin, d'accord. Donc une unité venant de Ouida, d'accord, et Alada aussi, d'accord, c'est une localité, d'accord. Donc les unités de Ouida et Alada sont venues prêter main forte à l'unité, d'accord, de M. Tovodjere, ok. J'ai pris possession de la télévision nationale. Donc c'est deux unités de deux localités, écoutez bien, qui ont pu prendre possession de la ORTB, de la télé béninoise. C'est-à-dire que l'unité de M. Tovodjere qui a repoussé au palais, d'accord, les assaillants, est venue à la télé, mais ils n'ont pas pu. Mais c'est les unités de Ouida, d'accord, et d'Alada qui ont prêté main forte à son unité pour pouvoir prendre le dessus sur ceux qui ont fui. Auparavant au palais, ils avaient même perdu des éléments qu'il n'a pas pu dénombrer. C'est ce qu'il dit dans son narratif. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est-à-dire que tu élimines quelqu'un, il perd des gens, il court, il va à la télé, tu reviens encore te battre avec lui, tu ne prends pas le dessus. Deux unités de deux localités viennent maintenant et puis il laisse un seul blindé. Et puis il fuit. Écoute, c'est pas moi, hein. Dites-moi si vous n'avez pas compris quelque chose, je remets pour que vous compreniez ce qu'il dit. Ok, on y va. Et les militaires se sont ensuite retranchés sur la base de Tobin, qui est située à Dik. Et par la suite, maintenant, ils sont allés se retrancher maintenant à la base de Tobin. C'est-à-dire après le palais, la télé, ils ont fui. Maintenant, ils sont allés se retrancher maintenant dans la base de Tobin. Écoutons. Kilomètres environ du centre-ville de Cotonou. Et alors là, c'est pendant plusieurs heures un face-à-face, non? Entre vous, les loyalistes, et eux, les mutins, sur la base militaire de Togbin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous faites appel à des amis, notamment venus du Nigeria, c'est ça? Premièrement, dès qu'ils se sont retirés dans cette base, nous avons encerclé la base. Et notre première idée, c'était de monter à saut sur la base, mais au dernier moment... D'accord. De base, et ce qui est bien, c'est Boisbouvier qui donne les choses. Donc, c'était un face-à-face pendant plusieurs temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, nous, de base, on a encerclé la base de Tobin. Donc, on devait faire un assaut. Écoutez maintenant. Vu que la base se situait en plein milieu d'agglomération et nous étions en pleine journée, il ne fallait pas créer des dommages collatéraux et nous avons décidé de ne pas aller à cet extrême. Et c'est pour cela que... Effectivement, on ne les a pas encerclés à la télé, mais c'est à Tobin qu'on les a encerclés. Donc, comme la base de Tobin, effectivement, juste des habitations, d'accord, des habitations civiles tout autour, par mesure des risques, ils n'ont pas voulu en fait faire cet assaut-là, ok? Donc, il nous explique. En fin de journée, vers 18h, nous avons fait appel à la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, sous mandat. Donc, en fin de journée, si je comprends bien, la base de Tobin, les gars étaient là-bas.
toute la journée. Les gars étaient là-bas, c'est lui qui le dit. Entre 5 h du matin et en fin de journée, les assaillants là étaient dans la base de Togben. Bon, et après maintenant ils ont fait appel à la coopération internationale et sous-régionale. Mais quel était le besoin? Si vous êtes nombreux, l'armée béninoise est nombreuse, vous avez encerclé la base, mais vous n'avez pas tiré. Quel était le besoin d'appeler maintenant la force internationale et sous-régionale? Bon, la force sous-régionale même peut venir. Pourquoi appeler la force internationale? Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre l'explication. Je ne suis pas en mettre ces propos en doute, hein, mais je veux comprendre. Vous avez pris le dessus, mais vous appelez la force internationale, la force sous-régionale. Le Bénin n'a pas l'armée. L'effectif de l'armée béninoise, là, ils sont combien? Moi, en fait, c'est aux Béninois, je veux qu'ils posent la question à les autorités. D'accord? Maintenant, on va écouter l'intervention de la force sous-régionale et internationale. On y va. Mandat de la CEDEAO, la partie nigériane nous a répondu favorablement et nous avons procédé plutôt par des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire des engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nous. Donc la frappe chirurgicale, en fait, a été faite au sein de la base de Togben. Parce que c'est à Togben ils sont. Les frappes chirurgicales là sont faites dans la base. Vous voulez voir le devant de la frappe chirurgicale? Parce que je ne pense pas que le camp de Togben est un camp qui est gigantesque. Je ne pense pas. C'est un camp, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas l'un des camps africains les plus gigantesques. Et si les frappes sont chirurgicales là, il y a forcément des dégâts collatéraux. Parce que si des munitions sont dans le stock d'armes, ça explose en pleine ville. On est d'accord? Parce que c'est par les airs les gars ont attaqué. Est-ce qu'ils sont rentrés dans le camp de Togben? Quand on dit frappe chirurgicale là, c'est quoi? C'est pas d'en haut. Donc s'ils sont cachés, par exemple ils ont caché des armes dans la poudrière là, quand tu tapes là, il y a des dégâts collatéraux, parce que ça explose. Il y a des trucs explosifs dedans. Est-ce que c'était le cas? Et normalement si c'était le cas, même ça pourrait toucher les maisons voisines. On est d'accord? Moi j'essaie de réfléchir, hein. D'accord? Bon, on va aller sur sa base de frappe chirurgicale, on y va. Nouveau, parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres, donc il fallait tout de suite finir. Donc les gars devaient prendre l'aéroport. Les gars là, ceux qui sont venus attaquer là, ils devaient prendre l'aéroport. S'ils prenaient l'aéroport, ils allaient certainement avoir le dessus pour le contrôle de l'espace aérien et interdire tout survol de leur... Est-ce que vous comprenez le film même en fait? Attendez, on va aller... Moi je vois tout le film en fait. Donc, il nous dit que les gars là, qui ont fui du palais, qui sont là à la télé, qui ont commencé à 2 h du matin là, devaient prendre l'aéroport. Donc il fallait en finir. Donc ils ont appelé la force sous-régionale et internationale. L'armée béninoise a appelé la force internationale et sous-régionale. On y va, on écoute. Avec cela, et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la balle ont pris la clé des champs. Et la balle était vidée, et puis on nous dit qu'ils ont frappé là. Les gars qui sont venus attaquer là, ils ont fui. Mais on nous disait avant qu'il y ait les frappes que l'armée béninoise était autour du camp de Togben. Donc normalement les gars devaient rester autour du camp de Togben. Comment il y a frappe en haut et avec avion, vous êtes autour et les gars fuient. Et puis vous les attrapez pas. Non mais... Ça, soit vous les abattez, soit vous les prenez la main dans le sac. Non, je essaie de comprendre. Non, je peux me tromper, les gars. Mais dites-moi si je me trompe. Vous demandez la peine des gens dans l'air. Eux, dans les airs, ils viennent, ils bombardent. Vous êtes autour, avant que les gens viennent bombarder. Normalement, quand ils bombardent là, ce soit ceux qui s'échappent là, vous les abattez ou vous mettez la main sur eux. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Puisque tous sont allés se réfugier dans le cas de Togben. N'est-ce pas? C'est l'officier supérieur qui dit, hein. Ou soit moi je comprends mal le français. D'accord? On va continuer, on va écouter. Écoutons. Après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Anada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan. Je remets la partie là. Intérieur qui pouvait leur permettre de venir attaquer à nouveau parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres. Donc il fallait tout de suite finir avec cela. Et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la balle ont pris la clé des champs. Et la balle était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Anada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, c'est intéressant. Donc, les forces d'Alada, de Ouida, plus lui-même son unité, étaient autour du camp Togben. Frappe chirurgicale. Les frappes sont faites par le Nigeria. Avions de renseignement aussi, avant aussi, parce que la France, au début, ils n'ont pas dit qu'ils étaient sur le territoire. C'est quand ça est sorti là, ils ont dit qu'ils ont intervenu ouvertement. Des forces spéciales françaises venant d'Abidjan, nous on a cru qu'ils étaient à Boaké, puisque Ouattara nous a dit qu'il n'y en a plus. Et quand on dit Abidjan là,
d'accord, c'est Port-Boué. Parce qu'il y a le centre de formation terroriste de Jacquesville et autres. D'accord? Mais par la suite, vous allez entendre que les gens disent qu'ils viennent de Port-Boué. Bref, ça c'est la politique interne de la défense de la Côte d'Ivoire. Si vous avez des soldats même à Koumassi ou à Djamé qui sont français, n'ayez pas honte. Mais ne venez pas dire ici que vous êtes souverain ou que vous décidez de... Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous voulez faire comme certaines personnes? Vous n'êtes pas obligé. Chacun assume avec son partenaire. Si vous, c'est l'armée française aujourd'hui qui fait votre défense, dites que vous êtes protégé par les Français, il n'y a pas de mal. Mais ne cherchez pas à faire comme les autres. En fin de compte, vous êtes tout autant dans le même populisme. Ce que vous critiquez des autres, c'est ce que vous faites. Bon, bref, je ne suis pas venu m'apaisantir sur ça. Donc, il y a une intervention pour faire le ratissage. Qu'est-ce qu'il retombe de ce ratissage? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il en est de ce ratissage? Évoluons, écoutons notre très cher général Théodré maintenant. Combien d'avions nigérians sont intervenus ce dimanche après-midi pour neutraliser les mutins? Oui, pour neutraliser les mutins, il y a eu un avion, mais cet avion a été utilisé à plusieurs reprises. L'avion a fait plusieurs tours pour bien achever le travail et de manière efficace parce que quand le ratissage a été fait, il n'y a vraiment pas eu d'habitations, d'environnement qui ont été atteintes. Donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucune déflagration qui s'est passée. C'était tellement les frappes étaient chirurgicales, aucune maison n'a été atteinte, rien du tout. Donc ils font le ratissage. Écoutez. Bon, voilà. Est-ce que vous avez eu aussi le concours d'un avion d'observation français? Tout à fait. Nous avions eu le concours. Vous voyez, c'est Boisbouvier qui mène l'interview. C'est-à-dire que c'est lui qui dit voici ce que tu dois dire. Sinon, normalement, quand on te dit les avions dans les airs, toi tu es un officier supérieur, tu devais dire en prélude de l'intervention de l'armée nigériane, les Français nous ont fourni du renseignement par leur truc. C'est-à-dire que si Boisbouvier ne parlait pas de ça, l'officier supérieur du Bénin n'allait jamais sortir cette information. Parce que quand on a dit combien d'avions ont eu intervenu pour l'opération, oui, 3 à 4 avions ont intervenu, mais en prélude de l'intervention, d'accord, les forces françaises nous ont donné du renseignement avec leurs avions. Mais c'est quand Boisbouvier revient dessus maintenant, il dit oui, bien sûr. Bon, nous on le savait déjà de toutes les façons. Mais quand tu vas parler, on dit toi tu es qui? On préfère écouter ceux qui sont en tenue. C'est l'Afrique, c'est comme ça. On regarde l'homme selon son apparence et sa tenue. Mais on n'aime pas faire les recherches. Écoutons encore. D'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis en fin de journée de déterminer exactement les positions des mutins et qui nous a renseigné de manière précise sur leurs positions. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venu de la base de Port-Boué à Abidjan, c'est ça? Oui, je vous le confie. La base de Port-Boué. Quelle base française qu'il y a à Port-Boué? C'est quelle base? Parce que je sais qu'il y a une base qui s'appelle Thomas d'Aquin. Il y a 1 an, tout le monde ici en Côte d'Ivoire fêtait pour dire la Côte d'Ivoire est souveraine, elle décide qui... Non, attendez. Mais moi je ne crois pas. On dit la Côte d'Ivoire est souveraine, la Côte d'Ivoire décide qui est sur son territoire. La Côte d'Ivoire fait voilà, Thomas d'Aquin. On a vu des experts en cravate sur les plateaux pour dire Ouattara, il est différent de l'AES, il parle peu, il agit. Port-Boué, il y a combien de Port-Boué en Côte d'Ivoire? Non, dites-moi, il y a combien de Port-Boué en Côte d'Ivoire? Combien de Port-Boué en Côte d'Ivoire? Mais les Ivoiriens là, vous qui êtes évolués, qui êtes intelligents, vous qui n'êtes pas sauvages, vous devez demander des comptes aussi comme les Béninois à vos dirigeants pour dire il y a quelle base encore à Port-Boué? Et puis vous vous ignorez. Pour votre propre sécurité, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, vous devez demander à Ouattara, il y a quelle autre base? Parce qu'on sait qu'il y a une base qui a été fermée. Toi-même, Ouattara, tu l'as dit dans ta bouche qu'ils vont partir, c'est fermé. Vous êtes passé à un autre siècle. C'est quelle autre base de Port-Boué? Il y a combien de Port-Boué? Ben là, il y a un Port-Boué virtuel que vous ne connaissez pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'émotion là, elle est nègre. Quand vous écoutez une interview, regardez votre caméra et puis le diable se tourne dans les détails. C'est parce qu'on a endormi. Enlevez le colis qui est dans vos yeux et puis écoutez bien. Le diable se cache dans les détails. C'est de quel Port-Boué on parle? Moi, je connais un Port-Boué, oui, vers l'aéroport. Un Port-Boué 2, à Yopougon. Ah, peut-être c'est ça qui paye. Parce que franchement, je ne comprends pas. Donc, il y a une base à Port-Boué où des forces spéciales françaises sont en Côte d'Ivoire. Ah, je n'étais pas au courant. Okay. C'est Boisbouvier. Comme Boisbouvier, c'est un blanc. Hein? Comme Boisbouvier, c'est un blanc. Bon, croyons le blanc. Moi, je suis un nu. On y va. Je remets un peu pour que vous entendez. Faut pas dire que c'est l'intelligence artificielle. Renseigner de manière précise sur leur position. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venu de la base de Port-Boué à Abidjan, c'est ça? Oui, je vous le confirme. Et c'était en fin de journée. Ils sont arrivés effectivement, ces forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée où ils ont concouru au ratissage. Il y a une bonne réponse. Monsieur Louis Fadel nous dit, les forces spéciales françaises basées au camp Thomas d'Aquin donnent l'instruction militaire au FDX ivoirien. Ok, le camp Thomas d'Aquin, c'est un camp d'instruction, waouh!
ou c'est un camp militaire. Attendez, il y a quelqu'un, ne le bloquez pas. Hein. Il y a un Louis Fadel. Il dit les forces spéciales sont au camp Thomas d'Aquin pour instruire les Ivoiriens qui sont dans le camp. Je demande, ce camp-là est un camp militaire ou c'est une école? C'est un camp d'instruction. C'est un camp d'instruction. Wow, parce que je ne sais pas si vous comprenez en fait. C'est un camp, c'est une école. C'est pas un camp d'instruction, mais une base. Ok. Tu sais comment fonctionne une base militaire? Je vais t'expliquer. Une base militaire, ce sont déjà des militaires qui sont là. Des militaires aguerris. Sous-off, officiers, on peut avoir des coopérants. Des instructeurs, on ne peut pas avoir 200 instructeurs. C'est impossible. Dans un camp ivoirien, on ne peut pas avoir 200 instructeurs français. On ne peut même pas avoir 100. On ne peut même pas avoir 50 soldats français pour la coopération. Dans un camp militaire ivoirien. Je n'ai pas dit un camp militaire ivoirien. Donc, de quoi tu parles en fait? C'est quelle instruction qui fait qu'on est 200 forces spéciales? C'est quelle instruction spéciale en fait dans ce camp? Peut-être je ne connais pas. Et puis, c'est 200 forces spéciales françaises qui y sont. Ah bon? Il faut que je te dise la vérité. Tu peux me dire quelques coopérants pour former là? Un instant s'il vous plaît. Alors, Louis Fadel, même pour instruire là, 5, 10 personnes, 10 tu peux instruire. Donc, non, tu vas me déconcentrer en fait. Je suis dans mon élan. Laisse-moi terminer le truc. Et puis tu vas. Bon, je vais te faire monter par ici dans le vif. Et puis on va revenir. Fais ta demande. Fais ta demande, je te prends rapidement. Fais ta demande, je te prends. Fais ta demande. Parce que je veux comprendre pourquoi j'évolue. Sinon, je vais t'oublier. Fais ta demande, Louis Fadel. Fais ta demande. Non, je vais, peut-être il va nous apporter une information. Ok, Louis Fadel. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous ai fait monter. Informez-nous. D'accord, je vous explique. Pour avoir été ancien militaire, d'accord, la base de Port-Boué, elle abritait les militaires français. On est d'accord. Et à l'issue de tout ce que vous savez, voilà, elle a été rétrocédée selon les thèmes. Et donc, c'est l'armée ivoirienne qui occupe aujourd'hui le camp. Voilà. Mais si vous suivez la vidéo, vous pouvez encore retourner à cette vidéo qui donnait autorisation aux militaires ivoiriens d'occuper le camp, qu'il en resterait un petit effectif de l'armée ivoirienne, d'accord, pour ce qui est de la coopération militaire ivoiro-française et de l'instruction donnée aux militaires français et aux militaires ivoiriens. Bon, après, de ce qui est de l'effectif présent, de l'effectif militaire français présent sur la base du camp, enfin de l'ancienne base militaire française, le camp Thomas d'Aquin, je ne peux vous le dire. Parce que moi, aujourd'hui, je suis en France. Voilà. Moi, j'ai quitté l'armée depuis pas mal d'années maintenant. Et là, ici en France, je suis avec ma famille et je construis ma famille ici pour toute autre raison. Maintenant, moi, je ne fais pas la politique, je fais rien, mais c'est juste apporter une précision par rapport à à ton direct. Merci. Moi, j'ai une question avant de descendre. Est-ce que tous ceux qui étaient au 43e BIMA sont des forces spéciales? Tous ceux qui sont au 43e BIMA, c'est-à-dire que les militaires qui étaient au 43e BIMA, ils sont quoi? Ils sont de quel régiment normalement? Ceux qui sont de base, quand le 43e BIMA était là, de quel corps de l'armée étaient les gens du 43e BIMA? De l'armée française, tu veux dire? Non, ça on sait que c'est l'armée française. De quel corps était-il? C'est que, en fait, j'arrive pas à comprendre ta question. Le 43e BIMA là, c'est un camp militaire. Mais quel était le corps? Dans l'armée, il y a plusieurs corps. Oui. Voilà. De quel corps précisément était-il? Oui, le 43e BIMA abritait plusieurs unités. De quel corps? De quel corps? Il y a plusieurs. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, le 43e BIMA. Le DIL, c'est un détachement de la marine française. Ok, merci. Il y avait toutes les entités militaires étaient représentées au 43e BIMA. Ok. Toutes les entités étaient représentées. Mais principalement, oui. vous avez mis une mention marine, n'est-ce pas? Oui, la marine française. Enfin, quand je dis la marine française, l'armée de terre, l'armée de l'air, tout est représenté. Ok. Mais au sein du BIMA, principalement, c'était la marine. Au sein du BIMA, quand vous parlez de marine... Le BIMA, c'est le bataillon d'infanterie marine d'Abidjan. Bataillon d'infanterie marine. Quand on dit bataillon d'infanterie, l'infanterie, c'est l'armée de terre. Mais je suis d'accord, mais je dis voilà. Principalement. Maintenant, quand on dit bataillon d'infanterie marine, c'est tous les détachements qui sont rassemblés, en fait. Quand on parle de la marine? Non, un bataillon d'infanterie marine. Bataillon. D'accord? Le bataillon, c'est un groupement d'armement. Oui. D'accord. Quand on parle d'infanterie, ça se réfère à la terre, à l'armée de terre. L'infanterie marine, c'est tout ce qui est en lien avec la mer et enfin tout ce qui est en lien avec tout ce qui est des eaux et tout. Donc, pour te dire qu'elle rassemble toutes les entités militaires, en fait. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que dans la marine, il y a des bataillons? Non, quand on parle de bataillon à la marine, moi, je sais pas c'est quoi ta question. Non, est-ce que dans la marine, il y a des bataillons? Je comprends
même pas ta question. Bataillon à la marine, bataillon, je sais pas. Est-ce que dans la marine, il y a des bataillons? Oui ou non? Ce qui rassemble, qu'est-ce qu'on appelle un bataillon déjà? Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un bataillon. Oui, moi je sais, mais je vous pose, comme vous êtes militaire, peut-être Oui. vous pouvez plus m'éclairer. Voilà, pour te faire savoir. Est-ce que dans la marine, il y a des commandos? Oui, mais effectivement, c'est les commandos dans toutes les unités militaires. Il y a des commandos dans toutes les unités. Pas forcément. Pas forcément. Oui. Pas forcément. Tu ne retrouves pas des commandos où? Non, pas forcément. Pas forcément. Ouais, en fait, ça dépend des pays. Non, ça dépend des pays. Je parle des militaires parce que je suis militaire. Oui, mais ça dépend, monsieur, ça dépend des pays. Parce qu'il n'y avait pas de commando en Côte d'Ivoire en 1985, il n'y avait pas de commando. Non, moi, je vais pas aller. Non, les fumacos, là, attends, les fumacos. Les fusiliers marins commando. Les fusiliers marins commando. Instant, je vais pas aller à les fusiliers commando. Ce sont les fusiliers commando, oui, qui constituent, d'accord, l'unité qui était présente au 43e BIMA. Mais et qu'on appelle le DIL. Mais je suis d'accord. Le DIL, c'est un détachement d'intervention lagunaire. Mais monsieur, ils étaient basés. Est-ce qu'on peut changer ou bien vous voulez parler seul? Non, je vous explique. Mais non, moi j'ai compris. Attendez, j'ai compris quelque chose. Je vous ai posé la question. Oui. Je vous ai dit, même dans la marine, on peut avoir, d'accord, des bataillons. Ça dépend du pays qui décide. Maintenant, pour revenir à notre sujet même, parce qu'il ne faut pas qu'on s'écarte. D'accord, oui. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas un expert. Moi, je vous écoute et j'apprends. Maintenant, les forces spéciales, on peut choisir des gens de plusieurs corps pour les mettre dans les forces spéciales, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. Ces forces spéciales-là, vous nous êtes en train de nous dire que ces forces spéciales qui ont intervenu de la base de Port-Boué, ce sont ces forces spéciales qui formaient ceux qui sont dans le nouveau camp Thomas d'Aquin, c'est ça? Ok. Vous savez... C'est une question, je peux comprendre. Oui, c'est une question, je vais répondre à ta question. Oui. C'est un détachement d'instruction. Et le détachement d'instruction, s'ils ont été sollicités pour une opération, je vous rappelle très bien que il y a une année, il y a eu une attaque au Mali. Moi, j'étais en pleine formation avec l'armée française. On est d'accord. Il y a eu une attaque terroriste. Oui, allez-y, oui. Je viens. Il y a eu une attaque terroriste au Mali. Je sais pas si c'était l'attaque de l'hôtel, je sais plus. Il y a eu un hôtel là qui avait été attaqué au Mali. C'est pas au Burkina? Au Burkina ou au Mali, je sais plus. C'est pas le Radisson Blue Hotel? Le Radisson Blue, voilà. C'est au Burkina, c'est au Burkina. Voilà, c'est au Burkina. J'étais en pleine formation avec l'armée française. Ils ont sollicité l'armée française. L'armée française a demandé à ce qu'on rentre sur base et qu'ils vont intervenir au Mali. Parce qu'ils ont été sollicités. Nos instructeurs sont partis intervenir au Mali. Au Burkina ou au Mali? J'ai dit au Mali. Nos instructeurs sont allés intervenir au Radisson, au Burkina. Tu comprends? Oui. Pour te dire, c'est normal. Si les autorités béninoises... En fait, vous ne répondez pas à ma question. Attendez. Oui. Ceux qui ont intervenu au Burkina, de quel corps étaient-ils? Des forces spéciales? Mais s'ils vous disent que c'est des forces spéciales, effectivement, les forces spéciales françaises sont basées au camp militaire de Port-Boué. Il y en a un petit détachement quand même, un détachement d'instruction. Attendez. Moi, il y a un truc qui je comprends pas. Oui. Les forces spéciales françaises, vous êtes en train de me dire que actuellement, les forces spéciales françaises sont, d'accord, en détachement à Port-Boué, en train de former des militaires au camp Thomas d'Aquin, c'est ça? Il y a des militaires français au camp Thomas d'Aquin. Et le détachement français... Non, ça je le sais. Je le sais. Non, j'explique. Maintenant, le détachement français qui est au camp Thomas d'Aquin, elle est constituée de plusieurs entités. Il y a des forces spéciales parmi cette force-là. Il y en a combien? Camp Thomas d'Aquin. Il y en a combien? Maintenant, moi je peux pas savoir, moi je suis en France, je peux pas savoir. Ce que je sais, c'est que je te dis. Ok. Le nombre de militaires présents, le nombre de militaires français, et c'est pas moi qui le dis, parce que quand on a rétrocédé le camp à l'armée ivoirienne, il a été dit dans la vidéo, et c'est partout, tout le monde le sait, il y a une petite unité française qui sera présente pour apporter du soutien militaire, soutien logistique et d'instruction. Cette unité, moi je me rappelle, c'était un élément de la RTI, non? Cette unité est composée de combien de personnes? Mais je peux pas te définir le nombre exact. Si tu te répètes, j'ai donné une référence. Et vous avez dit qu'elle est composite ou c'est une unité qui était exclusivement des forces spéciales? Elle n'est pas exclusivement des forces spéciales. J'ai dit un détachement. Maintenant, un détachement, il peut être constitué de plusieurs éléments. Oui, mais moi, comme ils ont précisé les forces spéciales, parce que vous savez qu'en termes d'intervention, si on parle des forces spéciales, c'est parce que les forces spéciales sont privilégiés, ils sont, d'accord, spécialisés dans ces choses en termes d'intervention. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai dit, dans le détachement, l'autre me dit, ils sont 300. C'est 300 éléments des forces spéciales qui sont dans le camp.
300, vous êtes militaire, 300 éléments de force spéciale. Je t'explique un truc. Le contexte actuel, moi, comme je t'ai dit, je suis en France, je suis pas en Côte d'Ivoire. Je peux pas savoir combien ils sont en ce moment en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir 200, 300, selon, comment on appelle ça, la nécessité de leur présence là-bas. Je sais qu'actuellement, ils sont en préparation. Ils sont en préparation d'un exercice qu'on appelle le Fentlock. Je sais pas si tu es informé. Oui, je connais le Fentlock. Voilà, qui est la force spéciale du monde. Pays, donc, une unité de l'armée française peut. Et puis, normalement, dans le Fentlock même, les Français sont plus représentatifs là-bas. C'est pas les Américains qui sont à l'initiative. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui les accueille. Ça fait la deuxième fois que la Côte d'Ivoire les accueille, mais je veux dire, le Fentlock de base même, c'est une initiative américaine, c'est pas français. Oui, c'est une initiative des grands. Donc les Français sont plus représentatifs que les Américains. Voilà. Maintenant, en prélude au Fentlock, cette unité française-là peut être présente en masse, peut être présente en grand nombre en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent aller nulle part que le camp Thomas d'Aquin. Parce que c'est ce camp-là qu'ils ont toujours occupé et qui va les accueillir en fait. Bon, ok. Merci en tout cas, Monsieur Fadel. Le jour où on parlera de sujets militaires, je serai plus. Mais je vous invite quand même. Je tiens à poser, Monsieur Fadel, parce que moi je suis quelqu'un de cohérent. Hein. Vous allez par exemple sur même ChatGPT, vous posez la question. J'ai posé la question. Y a-t-il des forces spéciales françaises dans le camp Thomas d'Aquin en Côte d'Ivoire? Voici ce que ChatGPT me dit. D'accord. Non, il n'y a pas actuellement de forces spéciales françaises stationnées de façon permanente au camp Thomas d'Aquin en Côte d'Ivoire. Voici la situation la plus récente à ce sujet. Rétrocession de la base française. La base militaire française du 43e bataillon d'infanterie de marine, 43e Bima à Port-Boué, près d'Abidjan, a été officiellement restituée aux forces armées ivoiriennes et rebaptisée camp général Thomas d'Aquin Ouattara en février 2025. Vous allez sur le site military.africa, vous avez en fait cette information. Fait de présence française en tant que... Attendez, j'ai pas fini. Fait de présence française en tant que force déployée. La base ne porte plus de garnison française permanente comme c'était le cas auparavant. Permanente. Oui, permanente. Oui. Avec précision, permanente. Oui, mais permanente, donc provisoirement ça peut exister. Il y a des garnisons provisoires. D'accord. Vous êtes militaire. Vous allez nous dire s'il y a des garnisons provisoires ou il y a des garnisons permanentes. C'est quoi la différence? Mais je continue. La France a rétrocédé le contrôle à l'État ivoirien dans le cadre d'une réorganisation de sa présence militaire en Afrique. Maintien de coopération militaire. Ça, c'est la partie qui, je pense, qui nous intéresse. Même si la base a été rendue à Abidjan, la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas. Les autorités ivoiriennes ont indiqué qu'elles souhaitent renforcer le partenariat avec la France, y compris dans les domaines du renseignement et des forces spéciales. Voilà. Oui, mais on ne parle pas de maintien des forces spéciales. L'article que tu viens de lire, oui, elle a une source, non? Oui, quoi si? Ce que tu viens... ChatGPT t'a donné le résumé de l'information. De Kwasi. Oui, Kwasi. Oui. Maintenant, quand tu rentres dans Kwasi, tu vas sur le lien. Moi-même, j'utilise GPT. Hein. Oui. Tu vas dans Kwasi, il faut aller regarder la date de l'apparition de l'information. Non, mais je pense que c'est en 2025 de toutes les façons. Où veux-tu en venir? On est en 2025, mais la date de l'apparition de l'article. Oui, mais où veux-tu en venir en fait? L'article est sorti bien après la rétrocession du camp Thomas d'Aquin, enfin, de la base. Oui, certainement en février 2025. Voilà. Donc, l'information que tu donnes, elle est antérieure, elle est un peu dépassée. Mais si on part sur les récentes informations, tu vas te rendre compte que il y a une unité présente. Quand tu as lu tout à l'heure. Mais c'est une unité de combien de personnes? Est-ce que c'est une unité d'intervention? Je te dis, mon frère Ansar, tu m'excuses. C'est ce que je suis en train de te faire savoir. Oui. Que moi, je ne suis pas présent actuellement en donc, en fait, là, ce sont les hypothèses que tu mets. Je te donne l'information qu'il y a une présence militaire française au camp Thomas d'Aquin pour la coopération et pour la formation des militaires ivoiriens. Attends. On parle dans tous les sens. Au début, tu as dit que c'est... Attends. Au début, tu m'as dit... Là, je te tutoie, excuse-moi. Au début, tu m'as dit c'était pour la formation de ceux qui allaient venir dans le camp. Pour la formation pour ceux qui allaient venir dans le camp, comment ça? Oui. Attends, tu m'as dit formation et maintenant tu dis formation coopération. Bon, oui, j'ai dit coopération, formation. Attends, formation, coopération sont-ils premiers? Est-ce qu'une unité par exemple pour la coopération? Dans la coopération, il y a la formation. Formation, coopération. Bon, attends. Donc tu es en train de me dire que tous ceux qui forment et qui coopèrent sont des éléments français des forces spéciales. J'ai pas dit qu'ils sont. Bon, ok, tu n'as pas dit. Attends. J'ai dit qu'il y a un détachement français. On va pas se répéter. Attends, tu me réponds par oui, par non. Dans un détachement, il y a plusieurs petits. Ça, je le sais. Non, je le sais. Je suis pas militaire, je le sais. Voilà. Là, on parle des forces spéciales. Oui. Tu dis tu ne connais pas leur nom, ok? Tu dis il y a une unité pour former et pour faire de la coopération. Oui. Donc, probablement, ceux qui sont venus pour former, faire de la coopération,
Ce sont ceux-là qui ont intervenu au Bénin, c'est ça? Bah effectivement, dans ok, mais tu ne connais pas le nombre de forces spéciales en tout cas. Parlons de coopération, d'accord? Non, c'est bon. Non, en fait. je viens. Non. Moi, non, c'est bon. Parce que de toutes les façons, on ne connaît ni le nombre de forces spéciales qu'il y a. Ce qu'on sait, il y a des forces spéciales. Je ne peux pas te donner le nombre exact des... Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Attends, c'est ce que je suis en train de dire. Tu ne connais pas, je ne connais pas. Là, on est d'accord. Mais on sait qu'il y a des forces spéciales qui... Voilà, on sait qu'il a une présence... Il y a des forces spéciales qui sont là pour la coopération et la formation. Voilà. Et en cas, ce sont ceux-là dont on ignore le nombre qui ont eu à intervenir au Bénin. C'est ça? Effectivement. Ok, d'accord. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vais continuer. Parce qu'il ne faut pas que je me perde. Non, il n'y a pas de souci. Ah bon, interview. Merci, monsieur Fadel. En tout cas, d'être monté. Allez, bonne continuation. Et puis, voilà. Merci, c'est gentil en tout cas. C'est gentil. Allez. Bon, merci. Bah, je peux pas, me perdre. Et désolé, les gars. Vous qui avez voulu monter pour démonter quoi. Attendez, je vais finir mon truc. Vous voyez, il se fait tard. On va pas un truc. Moi-même, j'ai duré avec lui. Bon, comme c'est un militaire, il fallait que je comprenne des choses. On continue. Attendez. Et comme il est militaire, mais il peut rester là parce que on va les propos de trucs de... Attendez. Ces forces spéciales nous ont aidé à faire le ratissage. Et alors, que sont devenus les mutins? Vous dites qu'ils ont pris la clé des champs, mais concrètement, ils ont pris la route du Nord, c'est ça? Oui, je ne saurais vous dire exactement où ils sont partis, mais nous avons... Le colonel qui lui-même est en question de la défense, Monsieur Babouvier nous pose la question. Où sont les mutins? Ont-ils pris la direction du Nord? Il dit, je ne saurais vous le dire. Donc lui-même, il ne sait pas. Avec la présence de l'armée française, la présence de la CEDEAO, la présence de l'armée béninoise qui est dotée, ils ne savent pas où les gars sont. Bon, comme Louis Fadel était un ancien militaire, peut-être il va nous expliquer les moyens qui font que les gars se sont peut-être évaporés dans la nature. Mais ce sont des questions qui sont légitimes. On y va, on écoute. Ah oui, la certitude que certains se sont retrouvés au Nord parce que les deux chefs d'état-major qui avaient été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin, exactement à Tchao, dans la commune de Tchao. C'est à plusieurs centaines de kilomètres environ. Donc, en fin de compte, il ne savait pas, mais il est revenu parce qu'en fait, il y a eu les deux officiers supérieurs qui ont été pris en otage, qui ont été libérés par la suite. Ils disent qu'ils les ont retrouvés à Tchao, qui est dans le nord, d'accord? Le nord, donc il y aurait des accointances avec le nord. Le nord, toujours le nord. Au Nigeria, c'est le nord. Et au Bénin, c'est le nord. En Côte d'Ivoire, c'était le nord. Même au Mali, c'est le nord. Mais le nord, là, c'est quoi? Pourquoi le nord? Il y a toujours des trucs problématiques là-bas. Bref, il nous dit ici vers Tchao. Bon, c'est les deux informations qu'il a. Donc, on ne peut pas déterminer que c'est le nord. Mais on y va, on va aller plus loin. Écoutons. 400 km de Cotonou. 400 km. Et alors aujourd'hui, où sont-ils? Notamment le lieutenant-colonel Tigri, le chef présumé de ce commando. Je ne saurais dire exactement où ils se trouvent, mais je sais qu'ils ont pris la clé des champs et les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Bon, il y a un journal du nom de l'Avenir, d'accord, dont vous reconnaissez un des journalistes, Yacouba Doumbia, un journal, je dirais, journaliste pour Ouattara, qui a indiqué que M. Tigri se retrouvait au Togo. Je ne sais pas quelles sont les investigations. J'ai vu un gars qui est souvent sénégalais, ivoirien aussi, qui soutient aussi Ouattara, à affirmer, à montrer l'avenir comme une source. Il faut faire attention. Moi, je fais attention à ce que j'ai dit. Il n'y a pas de source officielle qui atteste cela. Même le monsieur Tevodjere, il dit qu'il ne sait pas où il est. Mais vous avez le don d'ubiquité de pouvoir localiser les gens où ils sont. Mais c'est intéressant, on va en venir. Donc, actuellement, Tevodjere ne sait pas où Tigri se situerait. Ça, c'est quand même... On va creuser, on y va, on va creuser. Vous pensez qu'il est encore sur le territoire national? Je ne saurais vraiment le dire. Alors ce lieutenant-colonel Tigri s'est présenté comme le chef de cette tentative de coup d'État, mais est-ce que c'était vraiment le chef ou est-ce qu'il y avait au-dessus de lui un commanditaire? Je ne saurais vraiment le dire en tant que chef militaire. Moi, en tant que chef militaire, je me limite à mon rôle de commandant en garde républicaine et je vais laisser les services compétents de la République faire les investigations qu'il faut et nous révéler si oui ou non il y avait des... Ça fait quasiment... Ça va faire une semaine, jour pour jour. Quels sont les résultats de l'armée béninoise, d'accord, et autres? Quels sont les résultats? Alors, il y a monsieur... C'est intéressant, j'aime bien les commentaires. Monsieur Igor Koukouloko, je crois qu'il est béninois. Aucun militaire n'a dit où ils sont allés. Ne pas confondre militaire et politique. Donc, en fait, chez vous, monsieur Loko, dans votre pays, les politiques ont plus d'informations que les militaires. Ou soit les politiques sont des menteurs. Vous voyez, les Africains, en fait, vous agissez tellement... D'accord, avec vos émotions, c'est-à-dire que ceux qui sont censés avoir premièrement l'information la plus crédible, ce sont les militaires. Parce que nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu nous dis, les politiques parlent. Mais les politiques parlent sur quelle base? Ou bien ils parlent pour parler,
ou ce sont des menteurs? Les politiques sont plus outillés que vos militaires? Parce que quand on parle de renseignements et autres, en temps de situation de crise, qui doit avoir les informations? Ce sont les militaires. Mais vous, vos politiques ont les informations avant les militaires, monsieur Loko? Ah, je m'inquiète pour votre pays, hein. Ah oui. Sinon, à une seule condition, si vos politiques ont les informations, ça veut dire que vos politiques sont des menteurs. Donc, vous acceptez, monsieur Loko, en tant que... Bon, un militaire sérieux ne donne jamais d'informations sensibles. Ok. Donc, les informations qu'il a données sur RFI, c'était des informations insensibles. Hein? Faut pas parler pour parler. Souvent, en fait, vous sortez des grands mots, mais je sais pas. D'accord. Ce qu'il a donné sur... Vous êtes convaincu que ce qu'il a donné sur RFI, c'est des informations insensibles? Des choses alambiquées à ne rien comprendre, là? Vous avez compris son narratif? Ah, c'est des informations sensibles. Mais quand on met la main sur quelqu'un, le militaire fait quoi? À un moment, il informe. Il ne va pas donner le déroulé de comment il est informé. Donc, M. Loko vient nous dire ici que, d'accord, donc les politiques, l'enquête en cours, il n'y a aucun résultat. Mais les politiques ont les résultats de l'enquête. Parce qu'ils arrivent à déterminer le positionnement des tigris. Ou soit vous reconnaissez que vos politiciens sont des menteurs. Je sais pas. Bah dans ce cas-là, quand on voit les politiciens du Bénin, apparemment, ils sont mieux informés que les militaires. Ça va faire une semaine jour pour jour. Et vous acceptez. Ça veut dire que quand quelqu'un ment, vous dites qu'il ment. Je suis d'accord avec vous, monsieur Loko, qu'on n'arrive pas à déterminer Tigri. Donc, c'est qu'un mensonge. Tigri n'est pas où l'on dit. C'est pour faire dans du sensationnel. Donc, voilà, vos politiciens sont des menteurs. S'ils parlent mieux que les militaires, c'est des menteurs. Donc, voilà. C'est pas moi qui dis, hein, si je prends vos propos et puis je truc. Je prends vos propos et voilà. Donc... Humanitaire, aussi en interne qu'à l'externe. Et est-ce que ces mutins avaient des connexions avec un pays étranger? Alors, s'ils avaient des connexions avec un pays étranger, bon, moi, je ne pourrais le dire également. Je ne pourrais pas le savoir actuellement. Il ne sait rien. Tout est en cours. D'accord. Tout est en cours. J'ai cité un journal, monsieur. Vous êtes venu, vous avez rebondi. Quand vous venez sur les panels, faites attention. Je sais que vous avez pour habitude de voir, en fait, certains Ivoiriens. Je ne suis pas si spécial que cela. Mais je suis quelqu'un, j'ai mes idées très froides. Et je suis très lucide. Je fais monter tout le monde quand il le faut. Mais je prends tout au détail. C'est vrai que vous voyez des Ivoiriens qui crient beaucoup. Qui sont soit pour talon ou anti-talon. Moi, c'est pas ce que je fais. J'essaie de comprendre. Donc, peut-être c'est la première fois que vous me découvrez, monsieur Loko. Mais dorénavant, quand vous montez sur un panel, quand vous ne comprenez pas, gardez votre calme. Prenez la peine d'écouter ce qui est dit. Et puis ensuite, vous reformulez votre question. Je pense que vous êtes arrivé en cours et vous avez voulu faire impression. Ici, personne n'impressionne son ami. Ici, on creuse, on réfléchit. C'est pas du show. Moi, je fais pas du show. Je suis pas, ouais, vive talon, vive talon. Non, on compte talon. J'essaie de comprendre. Je dis et je répète. Il y a un journal du nom de l'avenir. Si vous n'avez pas entendu, posez la question aux gens, ils vont vous répondre. Et j'ai cité le nom d'un journaliste. Après, même vous ne connaissez même pas toute la presse. Il n'y a pas un journaliste béninois qui travaille chez RFI, Serge Daniel. Il est quoi, Serge Daniel? Il est quoi? Il est togolais ou béninois? Dites-moi, le journaliste Serge Daniel, il est quoi? Il est béninois ou il est togolais? Serge Daniel, il est quoi, s'il vous plaît? Dites-moi, s'il vous plaît, Serge Daniel, il est de quelle nationalité? Je sais qu'il était au Mali, mais il est béninois de base. Il est béninois. Ah bah tiens, monsieur Loko, pour votre gouverne. Hein? Non, attendez, doucement. Il était un journaliste de France 24, mais un journaliste reste un journaliste. Il est béninois. Serge Daniel même a cité un pays sur X. J'ai pas envie de... Vous connaissez toute la presse béninoise, mais j'ai cité même l'avenir, parce qu'il faut pas... Parce que vous, les Béninois, ce qui est vilain chez les Béninois, vous croyez être déjà à part. Et depuis plusieurs jours, j'ai remarqué les Béninois, oui, nous au Bénin, c'est comme ça, nous au Bénin, non, mais pas vous avez les mêmes problèmes de corruption, les mêmes problèmes de pauvreté que les pays africains. Vous n'êtes pas une exception. Au Bénin, je crois qu'au Bénin, il y a eu 5 coups d'État, non? Chez vous au Bénin, il y a eu 5 coups d'État, non? Au Bénin, il y a eu 5 coups d'État, non? Répondez-moi, il y a eu combien de coups d'État? Je crois qu'il y a eu 5 coups d'État, il y a eu combien de coups d'État? Attends, je vais regarder le nombre de coups d'État qu'il y a eu au Bénin. 6 coups d'État. Hein, 6 coups d'État. Donc, vous n'êtes pas une... En fait, souvent, ces jours-ci, là, quand on parle de votre pays, en fait, ça vous gêne... ça vous gêne, non? Nous, les Béninois, on est comme si... arrêtez vos conneries, là. Si, en fait, on condamne le coup d'État, mais il y a un mal chez vous. Il faut dire la vérité, il y a un mal chez vous. Comme dans tous les pays africains, il y a un mal. Talon n'est pas un dieu, il n'est pas un saint. Arrêtez vos conneries. Des soldats, c'est des êtres humains. Si vous ne soignez pas le mal à la racine, mais vous allez en fait vous enfoncer dans quelque chose que vous ne maîtriserez même pas, même pour vous et pour votre économie. Quand vous réfléchissez, quand vous arrivez des situations de catastrophe, prenez la peine de vous asseoir vraiment et puis de creuser dans le mal et de réfléchir. Au lieu de faire du, je sais pas, nous au Bénin, on est comme si on est comme, vous êtes comment? Vous n'êtes pas même chose que les autres. Le Bénin est une exception en Afrique. Vous êtes autant pareil que tous les pays africains. Autant les pays africains sont corrompus, c'est la même corruption qu'on a partout. Nous sommes des pays pauvres. Donc arrêtez de faire croire aux gens ce qui n'en est pas. Moi j'ai beaucoup de respect pour le peuple béninois, parce que c'est des gens très hospitaliers, des gens très respectueux, et surtout très attachés à la culture endogène africaine. Ça c'est quelque chose que je vous félicite là-dessus. Tout se passe bien au Bénin, on n'a plus de coup d'État qu'on a dit depuis 50 ans. Mais cher ami, tu sais, je peux te donner un exemple qui n'a rien à voir. C'est pas le coup d'État qui est votre solution.
Votre solution, c'est même pas les coups d'État, c'est votre bonne gestion. Ce que vous dites là, c'est n'importe quoi. Vous croyez que le coup d'État, c'est un malheur? La Libye, là, la Libye a connu un coup d'État et puis la Libye a explosé économiquement. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Le coup d'État, c'est pas le coup d'État qui ralentit un pays. C'est votre pays, là, la corruption galopante, la mauvaise graine de la classe politique, les lois qu'on ne respecte pas. C'est tous ces éléments-là. Et puis surtout, il faut investir dans l'éducation. L'investissement immatériel doit être une concrétisation. Combien de vos scientifiques partent au Canada, partent dans d'autres pays pour aller investir? Parce que il y a tellement de scientifiques béninois. Est-ce que l'État béninois, en fait, même, trouve des compensations pour les aider? Voici des points sur lesquels on veut vous entendre, on veut voir faire des révolutions. Mais il faut arrêter de dire, oui, depuis 72, Kérékou, Kérékou. C'est pas ça le vrai problème. Votre problème, là, c'est la classe politique même qui est pourrie. La corruption, là, même, là, si on vous dit ceux qui sont corrompus, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Et puis, ce qui crée les coups d'État, c'est quoi? Mais c'est l'instabilité. Quand les civils échouent là, c'est vous, c'est ce qui fait. Enfin, écoutons l'interview, parce qu'il ne faut pas qu'on se disperse. Vous connaissez bien hein, le lieutenant-colonel Tigri. Est-ce que ces derniers mois ou ces dernières semaines, il y avait eu des signes annonciateurs dans son comportement? Comme vous le dites, le lieutenant-colonel Tigri, c'est un officier que je connais très bien et qui me connaît très bien. Mais j'avoue que nous n'avons pas vu cela venir et nous n'avons eu aucun signe venant de lui. Je sais qu'il est le commandant des forces spéciales de la garde nationale et... Ah, c'est le commandant des forces spéciales de la garde nationale. Donc, c'est pas n'importe qui. Comment le commandant des forces spéciales de la garde nationale béninoise peut tout d'un coup, il a été possédé par quel démon? Par quoi il a été possédé? Pour se lever comme ça tout d'un coup? Vous pensez que quand on dit quelqu'un qui est commandant de la force spéciale, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau? Ou bien on l'a marabouté? Oh, Tigri va faire des choses contre la République du Bénin. Vous voyez la vie en dessin animé. Les officiers supérieurs, ce sont des gars qui ont étudié. Ils sont tout autant qualifiés que tous nos intellectuels qu'on voit dans l'administration. Donc il faut arrêter de dire non, c'est des gens qui sont dans des camps, on leur dit tire et puis tire, pop, pop, pop. C'est pas des gens comme ça. C'est des gars qui ont des niveaux master 2, c'est des gars qui ont des niveaux très poussés intellectuellement. Mais on fait passer, et c'est vous là, nos intellectuels là, vous faites passer souvent les officiers supérieurs comme des gars qui n'ont pas de niveau. Vous êtes sérieux? Alors, on y va avec... Jusqu'à présent, il n'a pas montré des signes qui pouvaient nous laisser soupçonner de quoi que ce soit. Donc ça a été une surprise pour nous. Et alors, depuis dimanche, on parle beaucoup de l'aide que le Nigeria vous a apportée. On parle aussi évidemment du rôle de la France. Mais est-ce que l'armée béninoise elle-même n'a pas joué un premier rôle très important dès dimanche matin? Oui, c'est important de le mentionner. Déjà que notre armée, depuis la conférence des forces vives de la nation, a décidé de se retirer dans les casernes et d'être une armée républicaine. Et nous l'avons été jusqu'à présent. Et le dimanche dernier, nous l'avons à nouveau montré. Parce que l'unité qui assure la sécurité du chef de l'État et des institutions de la République, son appellation de garde républicaine n'est pas un hasard. Dans d'autres pays, on parle de garde présidentielle. Donc, le qualificatif républicaine, c'est très important pour nous. Et nous l'avons démontré le dimanche dernier que, quoi qu'en soient les divergences qu'il y a dans le pays, l'armée reste une et indivisible. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Si j'étais à la place de M. Théo Djiré, je n'allais pas avoir cette posture qui est trop... En fait, on a l'impression, excuse-moi, hein, avec tout le respect que je vous dois, monsieur mon général, on a l'impression que c'est autant de tiaroy. Vous voyez les armées coloniales. Non, non. Quand on est un officier supérieur, on prend en compte la situation. On dit oui, l'armée béninoise vit un malaise. Nous devons extirper, d'accord, ce malaise-là. Nous devons extirper ce malaise entre Béninois. Parce que ceux qui sont venus attaquer, à condition qu'on les montre, on nous dit que ce sont des étrangers. Mais bien sûr, ce sont des Béninois et des militaires. D'accord? Alors, je vais répondre au monsieur en bas. Vous voulez vous comparer à l'AES? Cher monsieur, déjà il faut aller dans l'AES. Déjà je parle d'un sujet militaire. L'AES n'a pas eu besoin de l'armée du Nigeria et de l'armée française. D'accord? Pour sa défense. Elle n'a pas eu besoin de l'armée du Nigeria ou de l'armée française. L'un des éléments fondamentaux pour un pays, c'est sa sécurité. Parce que si l'armée française et si l'armée du Nigeria n'était pas là aujourd'hui, on allait parler de talons passés. Vous croyez que... Qu'est-ce que vous appelez le développement, monsieur? Qu'est-ce que vous appelez le développement? Nous sommes des pays pauvres parce qu'on n'a pas de sécurité. On n'a pas d'industrie militaire. Quand je dis nous, je mets même moi-même mon pays, la Côte d'Ivoire. On n'a pas de technologie. Ah, l'AES a besoin de la Russie. Mais quand l'AES a besoin de la Russie, là, est-ce que aujourd'hui les gens de l'AES sont plus opérationnels que vous? C'est un fait. Vous-même, vous achetez des armes chez la Russie. Parce qu'il y a des armes que la France ne vous fournit pas. Les armes de poing, le plus souvent, ce n'est pas des armes françaises. C'est des armes russes, des Kalachnikov et autres. Dans la plupart de tous les pays, au Nigeria, partout. Bon, Igor, il faut être intelligent. Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi.
vos militaires n'ont absolument rien fait. Quand tu ne maîtrises pas tes airs, d'accord, quand tu ne maîtrises pas tes airs, tu es cuit. Il a fallu le renseignement français. C'est le colonel qui l'a dit, c'est même pas nous, c'est le colonel. Et puis il a fallu, d'accord, des avions nigériens. Donc voilà. Et lui-même, il le dit, il y a un malaise au sein de votre armée. C'est pour ça que je vous dis, en fait, normalement, vous êtes tous dans l'émotion. Vous êtes tous, monsieur Igor Kokou Loko, j'ai dit tu es dans l'émotion. Quand lui-même il parle, mais ça prouve que votre armée elle est divisée. Sur le chef des forces spéciales de votre pays, de la garde nationale créée par Talon, est à la tête de quelque chose, c'est qu'il y a un malaise. Quand on est intelligent, on creuse à la racine. On ne reste pas dans l'émotion. Et le pire, ce que vous êtes en train de dire, quand vous dites l'AES à quoi? Mais je vais vous informer, est-ce que vous, Béninois, vous n'avez pas demandé de l'aide, d'accord, au Burkina Faso pour neutraliser, d'accord, des terroristes, des terreaux? Il n'y a même pas quelques mois. Parce que dans le Nord, c'est la catastrophe. Il faut dire la vérité. On se regarde, il faut dire. Tu sais ce qui se passe au fond au Nord, là-bas au Bénin? Tu sais comment l'armée béninoise, les gens se font canader? Tu le sais? Si toi tu es à Cotonou, tu vis bien, tu es dans ton coin tranquille, est-ce que tu t'occupes de la situation des gens au Nord? Tu sais comment les populations bavent? Si vous êtes à Cotonou, vous êtes à Porto Novo, vous êtes à Alada, où il est en train de profiter de la vie, faut monter au Nord là-bas, tu vas voir les réalités. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre. Et tu vas comprendre certaines familles endeuillées qui n'ont pas eu, d'accord, assistance de la part de l'État. Et toi tu es à Cotonou, tu es en train de faire la belle vie, et puis tu es assis dans ton salon, tu dis que tout va bien. Mais le Bénin, c'est pas Cotonou. Le Bénin, c'est tout. C'est Parakou, c'est toutes ces zones-là, c'est tout le pays. Nord, sud, est, ouest. C'est ça qu'on appelle le Bénin. L'intégrité territoriale, c'est tout ça. C'est pas tu es au Bénin, tu as fait concert de, je sais pas, comment il s'appelle là, le petit comédien là, comique là, qui chante là. Il y a un petit comique qui chante là, il y a la fille de Makoso là. Excusez-moi. Axel Meril. Tu es là-bas, tu sirotais un jus de coco avec Axel Meril, et puis tu es là, tu dis que oui, le Bénin c'est temps. Il faut te renseigner sur ton pays. Bon, allez, on va évoluer. Donc, cette armée a montré à l'opinion nationale et internationale qu'elle est une armée particulière dans la sous-région et qu'elle reste républicaine. C'est pourquoi cette armée a mis en déroute les assaillants. Si elle était divisée, elle n'aurait pas fait. Nous avons fait le gros du travail toute la journée avant de faire appel à la coopération sous-régionale et internationale. C'est le même discours que notre frère tient. Nous avons fait le plus gros du travail avant de faire appel à l'armée nationale et internationale. C'est le même discours que tu viens de tenir. C'est pour ça que je te dis, je ne te condamne même pas. Tu as le droit d'avoir ce discours-là, monsieur Loko. J'espère que vous ne l'avez pas bloqué. Vous avez le droit d'avoir ce discours. Mais poussez un peu à la réflexion. Tout à l'heure, je terminais monsieur Louis Fadel. Louis Fadel a mis ses arguments, j'ai mis les miens. Mais il faut pousser à la réflexion. Il faut pousser à la réflexion. On ne peut pas avoir des débats. Je ne vous en veux pas, hein. C'est votre droit et gardez votre posture, monsieur. Mais quand on débat, on creuse. Moi, je ne vais pas vous dire, toi tu aimes Talon, moi je n'aime pas. Toi tu aimes Talon, ça c'est pas un débat. On creuse sur la base de quoi, et quoi. C'est ça. Sinon, chacun, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être contre le coup d'État. Vous avez le droit de... C'est votre droit, monsieur. Mais, même vous avez dit un truc, depuis 72, on n'a plus de coup d'État. Faites votre bilan, vous allez voir comment vous avez évolué. Ah, ça va bien. Parce qu'aujourd'hui, Talon réalise des routes, il réalise ça. Mais est-ce que dans la vie, il n'y a que des routes? Est-ce qu'il n'y a que des routes? Il n'y a pas que des routes. Tout à l'heure, vous avez dit, ah, l'AES, je vous ai dit, mais est-ce que vous avez une armée qui est plus équipée que l'AES? Vous n'avez pas pu répondre. Vous ne pouvez pas prendre ce risque de dire que vous êtes plus équipé que l'AES. C'est une folie. Je suis désolé. Alors, on continue. Pour parachever le travail qui était si bien fait. Quand le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée-Conakry il y a 4 ans, il commandait la nouvelle force antiterroriste mise en place à l'époque par le président Alpha Condé. Est-ce que le colonel Tigri n'occupait pas plus ou moins la même position au Bénin jusqu'à dimanche dernier? Et c'est vrai qu'il y a une similitude avec le coup d'État en Guinée, c'est vrai. Les deux acteurs occupaient à peu près les mêmes fonctions, mais heureusement, les résultats n'ont pas été les mêmes. Les armées sont différentes et notre armée a montré qu'elle est différente des autres armées sous-régionales. Voilà. Il y a un certain nombre de régimes militaires aujourd'hui autour du Bénin. Est-ce que l'action de dimanche dernier a pu être inspirée par ce qui s'était passé dans ces pays sahéliens et en Guinée ces dernières années? Oui, c'est pas possible. C'est pas possible que certains militaires, vous savez, il y a des brebis galeuses partout. Donc, moi, je peux classer ce taxe qu'il y a eu dimanche dernier dans un cas d'éléments en paix de vitesse, des gens qui se sont égarés. Peut-être soit ils regardent trop les films, soit ils parlent autour de ce qui se fait et se disent qu'ils peuvent le faire également chez eux. Mais je crois qu'ils ont appris avec des temps que tout ne se copie pas. Voilà, le Bénin, et les autres pays, c'est les autres pays.
Dernière question, mon colonel. Dans leur revendication de dimanche dernier, les mutins ont affirmé que l'armée était mal organisée face aux périls djihadistes dans le nord de votre pays et que les familles des soldats tombés au front n'étaient pas assez accompagnées et considérées. Qu'est-ce que Écoutez, on parle du nord par rapport... Écoutez ce qu'il a dit. vous répondez? Vous savez, qui veut tuer son chien ou noyer son chien l'accuse de rage. Donc, Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Écoutez l'argument. ces revendications ne sont pas du tout fondées. Je suis une autorité militaire, je suis bien placé pour... Les revendications de ceux qui sont venus parler d'accord de la situation des soldats vis-à-vis des djihadistes dans le nord n'est pas fondée. Lui, il est un officier supérieur. Écoutez très bien. Et aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous pouvez descendre sur le terrain, faire vos enquêtes, vous comprendrez que l'armée béninoise est mieux équipée, beaucoup mieux équipée qu'elle était il y a une dizaine d'années. La preuve, la dit. Alors, l'armée béninoise, il y a eu une évolution au niveau de l'armée béninoise dans ses équipements par rapport à la période Yahi Bouni. Les engins blindés que les assaillants ont utilisés pour venir attaquer la garde républicaine, ces engins ont été acquis pendant ces dernières années. Donc, L'acquisition d'engins blindés, en ce qui concerne, d'accord, même l'opération de ces gens-là, en fait, ça a été fait sous talon. On va écoutez bien, hein. Il y a une partie qui m'intéresse. nous ne possédions pas d'équipement aussi moderne par le passé. Et aujourd'hui, nous avons des camps militaires bien construits et vous pouvez venir au Bénin pour le constater. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir et des tests ont été pris récemment pour la prise en charge aussi bien des blessés pendant les opérations que Il dit des textes ont été pris en compte, d'accord, récemment. Des textes ont été pris en compte pour les blessés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le front du Nord, là, et certainement les familles de ces gens. Mais écoutez la suite. les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. Ça L'opération Mirador, c'est dans le Nord, d'accord. Il dit, dernièrement, là, ils ont appliqué des tests. Et écoutez ce qu'il dit. Attends, je vais mettre la partie là, ça va faire rire. aussi bien des blessés pendant les opérations que les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est appliqué. Il dit récemment, là, ils ont mis des tests. Et il dit, ces tests-là sont appliqués, ça fait 2-3 ans. Je vous remets. Non, arrêtez. Non, je vais vous remettre, parce que vous avez dit que je mange, j'exagère. Monsieur Loco, vous allez monter. Attendez, écoutez. Le fait que 3 jours après, le colonel chef des mutins soit toujours en fuite et soit introuvable, ça ne vous inquiète pas? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout inquiets. Nous ont été pris récemment pour la prise en charge. Aussi, ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir. Et des tests ont été pris récemment pour la prise en charge aussi bien des blessés pendant les opérations que les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est appliqué. Donc ça, c'est des justifications fallacieuses pour pouvoir justifier leur acte. Oh là. Bon, je vais faire monter les gens. Je vais faire monter les gens. Et en l'occurrence, je vais faire monter le noir. Je vois tout le monde écrit. Restez calme, les gars. Pourquoi vous êtes en transe, là? Vous êtes en transe pourquoi? Je vais faire monter un à un. Je vais écouter d'abord le béninois par excellence venir nous dire des choses ici. J'ai même pas fini mon émission. Mais aujourd'hui, il est où Loco? Monsieur Loco. Alors, monsieur Loco, on va vous écouter parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Alors, je prends mon siège, je m'installe et je vais écouter monsieur Loco. Allez, vous êtes en train de monter monsieur Loco. Monsieur Loco, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Nsan. J'espère que vous allez bien. Très bien, monsieur Loco. Soyez bienvenus. Alors, je vous écoute, monsieur Loco. De quoi voulez-vous me parler? Voilà, je voudrais parler de l'aspect militaire. Vous avez dit que sans l'intervention, en tout cas, vous avez dit un certain nombre de choses. Je voudrais rectifier, bien donner mon avis par rapport à ça. Allez-y. Vous savez, peut-être vous n'êtes pas assez bien informé. Je vous le concède, il n'y a pas de problème. Vous savez l'heure du coup d'État. Le coup d'État a commencé très tôt dans la matinée, aux alentours de 4 heures du matin. Ah, attention, monsieur Loco. Oui. C'est que vous avez une version différente du général Thévodjiré. Il a dit 2 heures. Qui dois-je croire? Vous ou monsieur Thévodjiré? Bon, cela, j'ai dit aux alentours. Ah. J'ai pas dit à 4 heures.
Ok, Exact. donc on prend laquelle des pistes? 2 heures ou 4 heures? On peut accepter 2 heures. C'est Ok, pas, 2 heures. Allez-y, c'est je pas vous si laisse continuer. différent. Allez-y. Voilà. Et donc, vous savez à quelle heure, à quelle heure le Nigeria est intervenu sur le territoire béninois avec sa flotte aérienne? Ils nous ont dit, selon les dires de l'officier supérieur, M. Théodjiré, en fin de journée. En fin de journée. C'est ce qu'il nous Aux a dit. alentours de 18. Je vais vous donner encore plus de précision. Aux alentours de 18 heures. 18 heures, aux alentours. Donc, vous voyez déjà l'écart de 2 heures Mhm. jusqu'à 18 heures. Mhm. Vous savez à quelle heure le ministre de l'Intérieur est intervenu à la télévision nationale avant que le président n'intervienne? 9h30, non? Non, aux alentours de midi, 11h midi. Ah, ça, par contre, moi, en tout cas, je peux vous montrer la page de la SRTB. C'était plutôt 9h, hein, 9h30. Vous voulez que je vous montre? Non, Attendez. c'était pas 9h30, c'est aux alentours de 11h. Monsieur Alassane Seydou, c'est ça? Oui, Alassane Seydou. Oui, attendez, je vais vous montrer. SRTB. Je vais aller même sur le jour pour que tout le monde voit. C'est très important. Voilà, ce que moi je veux vous dire, c'est que Oui. vous avez déjà vu l'heure à laquelle le ministre est intervenu. Ça voudrait dire que la situation était déjà c'est-à-dire maîtrisée. Pas totalement. D'accord. La situation était déjà à peu près maîtrisée. Parce que les mutins, ils avaient déjà attaqué la présidence, ils avaient déjà attaqué le domicile du président de la République. Ils avaient pris d'assaut la télévision nationale, puisqu'ils ont commencé très tôt dans la matinée. Mais déjà aux alentours de 11h midi déjà, la situation était déjà presque sous contrôle. Est-ce que vous voyez? Okay. Et c'est ça qui a permis au ministre de l'Intérieur de pouvoir venir à la télévision nationale et de passer son discours. Okay. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai une question. Juste après ça, oui, allez-y. Vous dites que la situation était sous contrôle. Alors, pourquoi l'intervention française presque sous contrôle. Était presque sous contrôle. Alors, pourquoi dans ce cas-là, si c'était presque sous contrôle, avec plus de temps, vous aurez contrôlé complètement la situation? Quelle était l'importance de l'intervention française et nigériane dans ce cas, si vous avez maîtrisé votre sécurité? Merci beaucoup pour la question. Je vais vous répondre. Alors, lorsque ils ont fini de sécuriser les alentours de la présidence, de la télévision nationale, etc. Donc, ils ont eu à repousser les mutins de la télévision nationale et ils ont fui dans dans une zone qui n'est pas trop loin de l'entrée de Cotonou, qu'on appelle Togbin. Parce qu'on a une caserne militaire dans cette zone-là. Oui. Et en fait, comment on appelle ça? C'est de là qu'a été déclenchée cette tentative de coup d'État, en fait. Donc, ils se sont allés se retrancher là-bas. Et lorsqu'ils sont allés se retrancher là-bas, nos militaires les ont encerclés. Donc, il y avait plus de possibilité pour eux de pouvoir s'en sortir. Maintenant, là, qu'est-ce que nos militaires devaient faire? Ça, c'est dans l'après-midi, ça, hein, midi, tout ça là, jusqu'à 18h. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient décidé de faire? Ils avaient premièrement décidé de bombarder l'endroit, d'intervenir et de mettre fin à cette action. Et c'est là, lorsqu'ils ont décidé de faire ça, ils se sont rendus compte que en faisant cela, puisque c'est une zone qui est assez résidentielle, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui habitent dans la zone, je parle des civils. Donc, en analysant la situation, ils se sont rendus compte que s'ils bombardaient, ils attaquaient directement, ils allaient faire beaucoup de dégâts collatéraux. C'est-à-dire beaucoup de civils allaient être touchés, impactés par l'attaque qu'ils allaient faire. C'est là que les militaires ont dû rentrer en contact avec le président de la République. Et en ce moment, ils se sont coordonnés et ont décidé que, au lieu qu'ils fassent une attaque directe contre le camp, il serait mieux qu'il y ait une intervention aérienne qui cible directement dans le camp. Donc, vous n'avez pas d'avion? Vous n'avez pas d'avion d'attaque? Oui, on a des avions. En fait, les avions qu'on a, pour le type d'attaque qu'il fallait faire, je pense qu'on n'avait pas d'avion opérationnel en ce moment. D'accord, vous n'avez pas d'avion opérationnel. Vous avez quoi comme avion? Hein? Je sais pas qu'il y a des avions pour les interventions, pour le transport, pour parce que je peux vous donner les modèles en fait d'intervention nigériens, hein, les avions là. Voilà. Donc, c'est compte tenu de ça qu'ils ont décidé donc d'appeler comment on appelle ça, selon le protocole de la CEDEAO, d'appeler le Nigeria pour venir intervenir. Et c'est là aux alentours de 18 heures. Les Nigérians sont venus, ils ont intervenu, ils ont ciblé des endroits précis dans la caserne, ils ont bombardé. Est-ce que vous voyez?
Il Donc, y ce a n'est pas que combien nos combien soldats ne de... pouvaient pas. Les endroits précis qu'ils ont bombardés là, parce que vous avez dit que ceux qui ont fomenté le coup, ils sont allés tous, ils ont rebroussé le chemin, ils sont allés tous se rassembler à Tobin. Il y a eu combien de mutins, combien de gens qui ont perdu la vie suite aux frappes dans le camp? Bon, vu que c'est des informations assez sensibles et que l'enquête est en cours, ils n'ont pas donné ces informations. Mais ils ont donné le nombre de personnes qui ont participé à cette attaque. Ils ont dit aux alentours de 100 à 150 personnes. Ah, 100 à 150 personnes? Oui. Ok, mais 100 à 150 personnes, mais ils n'ont pas encore dénombré le nombre de victimes parmi ces 100 et 155 personnes. Ouais, ils n'ont pas encore fait le point total puisque c'est un événement récent. Ils ont juste dit qu'il y a 14 personnes qui ont été arrêtées parmi les mutins. Les 155 personnes. Les 14 personnes qui ont été arrêtées parmi les mutins. Parmi les 155 ils vont personnes. soutirer des informations chez eux. Vous dites? Parmi les 155 personnes, ils ont mis la main sur 14. Oui, sur 14 personnes. Ok. Donc, maintenant, ils vont tirer les informations chez eux, voilà. Maintenant, suite à cette intervention aérienne, comment se fait-il que les forces spéciales françaises sont venues maintenant sur la terre pour une opération de ratissage, sachant que votre armée est très opérationnelle? Oui, c'est une question de collaboration et comment on appelle ça? C'est une question de collaboration. Puisque vous savez que en matière de renseignement, comment on appelle ça? Les Français avaient peut-être sûrement des informations dans le domaine de l'armée, il y a ce qu'on appelle le partage d'informations. Voilà. Donc, sûrement, ils avaient des informations que nos militaires n'avaient pas à ce moment donné et qu'ils les ont partagées. Et ils ont jugé que c'était plus rapide, peut-être parce que nous, on n'était pas dans l'opération à ce moment-là. Peut-être ils étaient plus proches des lieux ou autres et ils ont dit, bon, peut-être ce serait mieux pour eux d'intervenir pour les aider par rapport à cette situation. Mais la manière dont... français, quoi, c'est ça? C'est-à-dire les forces spéciales, c'est-à-dire en matière de renseignement. Oui, mais non, là c'est pas de renseignement, ils ont eu à faire du ratissage aussi. Ils ont quitté Port-Boué, ils ont quitté la base de Port-Boué à Abidjan. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est monsieur Théodire qui le dit, hein. Ils étaient sur le terrain. Ils étaient à Tobin, pour faire des opérations de ratissage. Oui, ils sont venus avec après que les Nigérians soient venus, ils sont également venus. Non, non. Ils sont venus sur le terrain. En fait, je parle pas d'avion. Le Nigeria, c'était d'abord dans les airs. Bon, les Français, même, c'était le renseignement. Mais tout le monde est venu sur le terrain. Que ce soit les Nigériens. Non, les Nigérians sont venus après. Dans l'opération de ratissage, c'est les forces spéciales françaises et l'armée béninoise, avec M. Théodire, qui ont fait l'opération de ratissage par rapport au ciblage à Tobin. Non, je vais vous expliquer. C'est après l'intervention. Je vous mets l'interview, on l'a écouté ici, monsieur. Monsieur Théodire a parlé. Si vous voulez, vous répétez l'interview. Vous pouvez répéter si vous voulez. Vous voulez vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, si vous voulez, vous pouvez le reprendre. D'accord. Non, ou bien il dit pas vrai. Le ratissage ne s'est pas passé avant l'intervention nigériane, non, hein. Non, ça s'est passé après. Non, ça s'est passé oui. après. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Après l'intervention du Nigeria. Oui. Des Nigérians. Oui, mais parce que les autres, quand on les a attaqués, ils ont essayé de fuir. Quand on les a attaqués, quand on a bombardé, comment on appelle ça, le camp. Oui. Comme ils ont vu qu'ils avaient déjà perdu, certains d'entre eux ont fui. D'accord. Et c'est dans leur fuite. Voilà. Je suis d'accord, mais je suis en train de dire, comme vous avez dit que l'armée béninoise est équipée et elle est prête, donc vous voyez que dans les airs comme sur la terre, vous n'êtes pas si équipés, si prêts que ça. Non, on est prêt, puisque même si, je vais vous expliquer, hein, c'est pour ça que vous allez voir que je vous ai parlé, je vous ai donné des détails par rapport à ce qui était possible d'être fait et finalement la décision qui a été prise à la fin. C'est-à-dire, il était possible pour nous, sans l'intervention du Nigeria, d'attaquer directement le camp et de finir avec. C'est à cause des dégâts collatéraux qu'ils ont décidé de faire autrement. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Non, ça j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Mais un autre point. Mais dans ce cas-là, pourquoi la force de la CEDEAO a décidé de rester au Bénin? Oui, c'est parce que, comment on appelle ça? Compte tenu de la situation, on veut, comment on appelle ça? Et c'est normal qu'on le fasse comme ça. Mais pourquoi c'est normal? Parce que en Guinée-Bissau, il y a eu un coup d'État. Ça n'a pas été ce cas. Les gars, l'armée Bissau. Oui, pourquoi chez vous, forcément, ça doit être comme ça? Je suis pas Bissau-Guinéen. Je suis pas Bissau-Guinéen. Non, mais parce que la Guinée-Bissau est dans la CEDEAO. Non, la Guinée-Bissau est dans la CEDEAO. C'est notre Je ne refuse pas. Voilà. Je ne refuse pas. Moi, je parle du Bénin. Oui, mais pour le Bénin, si l'armée l'armée béninoise, vous-même, monsieur Loko, avec tout le respect que je vous dois, vous me dites que l'armée est opérationnelle, c'est bon. Vous avez demandé d'assistance aérienne, les forces spéciales ont intervenu dans un moment précis. Mais pourquoi il faut forcément maintenant là une armée de la CEDEAO présente, or que l'armée du Bénin a déjà maîtrisé la situation?
Qu'est-ce qui fait que cela est impératif? Je veux comprendre. Vous savez que toute armée nationale est limitée en termes de nombre à un instant donné, n'est-ce pas? Il y a un effectif qui est fixe à un moment donné. Oui. Et si vous voulez renforcer votre personnel, vous devez recruter des gens, vous devez faire un processus de recrutement jusqu'à recruter un certain nombre de personnes pour renforcer le nombre dans l'armée. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire le jour du coup là que vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas nombreux dans votre armée? Non, je vais vous expliquer. C'est quelque chose que je voulais vous expliquer. Vous allez comprendre un peu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut augmenter en 1 ou 2 journées. Donc, sachant que nous avons comment on appelle ça, nos agents de sécurité qui sont déjà au nord, une bonne partie qui sont au nord, qui sont en train d'assurer la sécurité contre les terroristes au nord-ouest du Bénin. Donc, il y a déjà une partie du personnel qui est là. Il y a l'autre partie du personnel qui doit veiller à la sécurité intérieure. Maintenant, donc ça fait déjà encore un autre effectif qu'on ne peut pas utiliser. Le reste, on peut le déployer pour assurer la sécurité des institutions de l'État, c'est-à-dire la présidence, etc. Mais donc, à cet instant T là, même si on veut renforcer encore plus la sécurité des institutions, c'est difficile de le faire parce qu'on ne peut pas recruter des gens, de nouvelles personnes du jour au lendemain. Donc si on veut renforcer... Il y a un déficit en fait, c'est ça? Oui, c'est-à-dire... puisqu'on veut renforcer la sécurité, pour que même si des gens essaient de le faire encore une prochaine fois, on va les éliminer le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a demandé que des forces étrangères viennent augmenter le nombre comment on appelle ça, de nos forces, afin qu'on ait plus de gens qui assurent la sécurité de nos institutions, afin que si des situations similaires devaient se reproduire, ces gens-là soient éliminés assez rapidement, c'est tout. C'est pas qu'ils sont là définitivement, c'est juste pour un temps. Ah, ok. Voilà, bon, j'ai compris votre explication, mais bon, je reste quand même sur ma faim, monsieur Loko, avec tout le respect que j'ai pour vous. Parce que, sur quel point vous êtes resté sur votre faim? Non, je le dis, vous êtes expliqué, tant bien que mal, vous avez apporté des arguments, je respecte vos arguments, mais bon, c'est aussi cela le débat. Je reste sur ma faim, est-ce que je pense qu'une armée et c'est le défaut de nos armées, aujourd'hui, une armée pour moi qui est opérationnelle, c'est une maîtrise sol-air-mer. Sol-air-mer. Il n'y a pas de Oui, mais cela n'empêche pas de collaborer avec autrui. Ça, non, mais je ne suis pas en train de parler de collaboration. Je suis pas en train de parler de collaboration. Il y a la collaboration et bien évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle l'ingérence. D'accord? Ça, on pourra parler de cela un autre jour. Pour le cas du Nigeria, par exemple, monsieur Tinubu n'avait pas à intervenir selon les règles nigérianes. C'est pas moi qui voulais, c'est pas moi qui voulais. Hein? Si, comme je vous ai un peu expliqué la situation, je peux comprendre que vous puissiez dire que, comment on appelle ça, l'idéal aurait été que, comment on appelle ça, l'armée de l'air de notre pays ait eu comment on appelle ça, la maîtrise de son espace. Non, pas la maîtrise, parce qu'on a la maîtrise de l'espace. Ah bah là, vous l'avez pas compris, ça, le Nigeria... Non, on maîtrise notre espace. Non, le problème, c'est pas la maîtrise, c'est l'engin. Parce que je vous explique, monsieur Théodire a même indiqué que les personnes devaient prendre l'aéroport. Et c'est pour cela qu'ils ont tout fait pour ne pas qu'ils prennent. Oui, exactement. Voilà. Oui, donc ça veut dire que vous ne maîtrisez pas même votre ciel. Non, c'est ça qui prouve qu'on maîtrise. Quand on parle de ces maîtrises, c'est différent on n'a pas le matériel, on n'a pas un avion spécifique, C'est 2 choses différentes, On maîtrise notre espace aérien, On sait qui rentre, qui sort, on maîtrise tout, Non, mais c'est pas comme vous savez qui rentre, qui sort, vous ne pouvez rien faire. Ça sert à quoi? Mais on peut faire, puisque c'est chez toi, mais tu ne peux rien faire. Hein? Non, mais on sait, regardez bien. On sait qui rentre et qui sort. Et si on veut abattre vous savez qui rentre un et qui sort, avion, vous ne pouvez rien faire. Non, on peut faire quelque chose, puisque tu as quoi mais nous avons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avons notre flotte aérienne. C'est pas qu'on n'a pas. Est-ce que vous avez déjà vu un défilé de comment on appelle ça, de l'indépendance du Bénin une fois? Oui, moi je le vois fait le 1er août. Je vois. Regardez le 1er août. Vous allez voir, c'est-à-dire la flotte aérienne du Bénin. C'est pas qu'on n'en a pas. Mais pourquoi ces avions-là sont pas levés le jour de l'attaque? Voilà, l'appareil spécifique en question. Non, mais pourquoi ces appareils se sont pas levés le jour de l'attaque? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Peut-être que c'était pas opérationnel ou en maintenance, je ne sais pas. Moi, je travaille pas dans l'armée. Voilà, moi, je travaille pas dans l'armée. Voilà, moi, je vous donne juste des informations. Mais le fait d'avoir demandé l'aide d'autrui ne veut pas dire que vous ne maîtrisez rien
et que vous êtes zéro, non, ça c'est... Non. Et en non. plus, ce qui a... Non, C'est moi tout simplement franchement je que- le dis pas parce qu'aujourd'hui c'est vous le Bénin. Hein. Moi je le dis pour les pays africains. Notre vrai problème c'est ça. Notre vrai problème c'est ça. On a des armées qui sont très méchantes en plus contre les civils. Quand il s'agit de taper sur du civil ou du Non, au civil. Bénin, c'est pas comme ça. Au Bénin, c'est pas comme ça. C'est très différent. La police et l'armée du Bénin sont très professionnels, très respectueux de la population. Donc Faites un tour au Bénin, s'il vous plaît. Faites un tour au Bénin, s'il vous plaît, et vous allez constater ça. Non, vous allez voir qu'au Bénin, vous allez voir qu'au Bénin, dans d'autres pays, lorsque vous circulez dans les rues, les policiers peuvent vous prendre de l'argent, vous suturer des sous. Ici au Bénin, aucun policier ne peut faire ça. S'il fait ça, on va le mettre en prison direct. En fait, en gros, les policiers sont pas corrompus. Voilà, c'est ça. Donc c'est le Bénin, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays africains, c'est pas pour dénigrer les autres, hein, mais par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans d'autres pays, ça se passe pas au Bénin. Hein. La corruption est vraiment à un niveau très bas. Le président a vraiment travaillé pour réduire au maximum la corruption. Mais est-ce que les policiers, par exemple, les policiers ou les policiers tapent sur les opposants? Non, je n'ai pas constaté quelque chose comme ça. Ok. Moi, je vous crois, en tout cas, monsieur Loko. J'espère que quand je serai au Bénin, on se croisera. Venez au Bénin. Le Bénin, c'est un pays très paisible, très accueillant. Non, ça, je sais. Franchement, je sais que le Bénin, il y a rien à dire. Le Bénin, ils sont top. Ils sont hospitaliers, ils sont cool. Franchement, il y a rien à dire. D'accord, merci beaucoup. C'est juste ce que je voulais vous dire. Merci en tout cas, monsieur Loko, d'être passé et de nous avoir donné des informations. Et merci. S'il y a des informations sur le Merci de m'avoir écouté. Merci, je vous en prie. Et puis bonne soirée. Alors, donc, en tout cas, c'était intéressant. J'ai échangé avec monsieur Loko. Avec monsieur Loko, monsieur Louis Fadel. Apparemment, ce sujet-là, je suis en train de faire monter. Kalande, tu voulais me dire quoi? Je suis en train de faire monter les gens et puis bon, ça ne passe pas. Alors, je vais juste vous donner l'information pour le Nigeria parce que tout à l'heure on parlait sur le refus en fait du Nigeria en ce qui concerne la loi. Mais pourquoi les invités tombent tous? Alors, les gars, vos demandes là, je les valide et puis au fur et à mesure vous tombez. Ouais, mais ça sert à rien en fait. Par moment, je vais pas crier.